dans les vallées obscures des Appalaches, là où la brume s'accroche au pin comme un souffle ancien, Jeremiah Blackwood se tenait immobile devant une petite cabane à demi dissimulée par les fougères et les ombres du matin. Ses doigts calleux tremblaient sur la poignée rouillée de la porte. Pendant 20 ans, sa femme, Elena, avait interdit à quiconque d'y pénétrer. C'était sa seule exigence, répétée encore et sur son lit de mort, 3 mois plus tôt, elle avait murmuré d'une voix à peine audible. « Promets-moi de ne jamais l'ouvrir. » Mais aujourd'hui, alors que sa fille de 12 ans, Sarah, serrait sa main, Jeremiah sentait que cette promesse pesait trop lourd sur son cœur. Les rumeurs des gens du village, les cauchemars d'Elena, la boîte verrouillée qu'il avait découverte sous leur lit, tout cela revenait chaque nuit troubler son sommeil. Le brouillard de l'aube s'accrochait au tronc comme une prière silencieuse. Jeremiah passa son pouce sur le manche lisse de son bâton de marche. 15 années d'usage quotidien avaient poli le bois de chêne jusqu'à une teinte de miel doré, et sa paume y avait creusé des sillons parfaits. Il l'avait taillé le jour de son mariage, tandis qu'Elena préparait leur premier repas dans cette même cabane, aujourd'hui close et interdite. « Tu y penses encore, P.A. » demanda Sarah depuis le seuil de la maison principale. Jeremiah leva les yeux vers elle. Dans le visage de la fillette, il retrouvait les traits d'Elena, cette douceur mélangée à une étrange lucidité, comme si les montagnes elles-mêmes s'étaient logées dans son regard. « Y a des décisions qu'on ne prend pas à la hâte, » répondit-il d'une voix râpeuse marquée par les hivers passés. Depuis le perron, la petite cabane lui apparaissait comme une ombre, silencieuse et obstinée, un secret refusant de mourir. Les habitants de Pine Ridge l'appelaient toujours « l'homme des montagnes ». Même après 20 ans de commerce avec eux, malgré ses peaux de bête, ses outils forgés, ses échanges équitables, il restait celui qu'on observait avec respect et un brin de crainte. Il se souvenait encore des murmures à son arrivée en ville avec Elena, cette femme au parler raffiné, à la démarche élégante, au passé mystérieux, qui avait choisi d'épouser un trappeur sauvage. Les commérages avaient fini par s'éteindre, remplacés par l'admiration, lorsque la jeune épouse s'était révélée plus forte et plus résiliente que bien des femmes nées dans la montagne. Jeremiah se leva, s'appuyant sur son bâton plus par habitude que par besoin. À 43 ans, il demeurait solide comme les chênes de ses 100 acres de terre. Il avait conquis ce domaine à 25 ans, déjà réputé pour sa maîtrise des pièges et sa capacité à survivre dans les pires conditions. On racontait qu'il avait tenu une semaine entière coincé dans une grotte pendant une tempête de neige, avec pour seule ressource son couteau et sa ruse. Il n'avait jamais démenti ces légendes, un peu de mystère, songeait-il, aide toujours à mieux négocier les prix des fourrures. « Tu vas vérifier les pièges ?» demanda Sarah, enfilant déjà sa veste. « Pas aujourd'hui. » Il jeta un regard vers le sentier qui serpentait entre les arbres, menant au cœur de la propriété. Là-bas, blotti contre la crête, la cabane attendait. « J'ai besoin de réfléchir, » dit-il simplement. Sarah hocha la tête, grave. Depuis la mort d'Elena, emportée en 3 mois par la consomption, la fillette avait mûri d'un coup. Elle comprenait la douleur d'une manière que personne de son âge ne devrait comprendre. Jeremiah revit alors le jour où il avait rencontré sa femme, 15 ans plus tôt. C'était durant un orage singulier, un de ces soirs où les éclairs fendaient le ciel si souvent que la nuit ne devenait jamais tout à fait noire. Au matin, il l'avait trouvée sur le chemin menant à Pine Ridge, couverte de boue mais indemne. Ses vêtements étaient étranges, trop fins pour le voyage, mais taillés dans un tissu robuste, d'une coupe qu'il n'avait jamais vue. Quand il lui avait demandé d'où elle venait, elle avait répondu « D'un endroit où je ne peux plus retourner. » Et le ton de sa voix, cette gravité sans appel, l'avait empêché de poser d'autres questions. Leur mariage avait été rapide, presque instinctif. Et pourtant, Elena s'était adaptée à la vie montagnarde avec une aisance déconcertante. Ses mains fines s'étaient durcies, marquées par les travaux, sans jamais perdre leur grâce. Elle parlait avec une précision, une douceur érudite, comme une femme ayant connu un monde d'école et de livres. Dès leur installation, elle avait revendiqué la petite cabane isolée comme son refuge personnel. « C'est un lieu pour mes pensées, pour mes études », avait-elle expliqué. Il avait respecté cette frontière, même lorsque la curiosité le rongeait les nuits où la lampe de la cabane restait allumée jusqu'à l'aube. Même lorsqu'il se réveillait seul, sachant qu'elle était partie là-bas pour ses mystérieuses recherches. « Doc Sullivan a demandé après toi, » dit Sarah en l'accompagnant vers le fumoir. « Il dit que tu devrais passer pour cette toux. » Jeremiah grogna. Elena aurait insisté. Elle et le médecin partageaient une science étrange des herbes et des remèdes, une langue qu'il n'avait jamais comprise. La femme avait guéri plus d'un habitant du village avec ses préparations,
sans jamais révéler d'où venaient ses connaissances. Alors qu'il vérifiait les quartiers de venaison suspendus à sécher, son esprit revint à la boîte verrouillée qu'il avait trouvée sous leur lit. À l'intérieur, des lettres couvertes de symboles et de dessins impossibles à déchiffrer. Et ce matin encore, Sarah lui avait dit. Ma avait ses raisons, P.A. Mais nous, on a les nôtres. On doit savoir. Il avait voulu la contredire, puis s'était tu. Peut-être avait-elle raison. Peut-être fallait-il trahir une promesse faite aux morts pour rester fidèle aux vivants. Dans sa chambre, Sarah s'était assise en tailleur sur le lit. Devant elle, la petite boîte à souvenirs qu'elle avait fabriquée avec son père 2 étés plus tôt. Elle se rappelait encore le jour où il lui avait montré comment assembler les planches de pain, comment lisser les angles, comment inscrire leurs initiales sur le couvercle. Sa mère, ce jour-là, avait apporté un morceau de tissu bleu, d'une douceur inconnue, pour tapisser l'intérieur. « Où as-tu trouvé un tissu pareil, ma ?» avait demandé la fillette. « D'une autre vie » avait répondu Elena, le regard perdu quelque part au-delà des montagnes. D'un temps d'avant. Sarah effleura les objets rangés dans la boîte, une fleur sauvage séchée de sa randonnée d'anniversaire, une plume d'épervier, un petit cheval en bois sculpté par son père. Et tout au fond, son trésor le plus précieux, une pièce étrange, différente de toutes celles qui circulaient à Pine Ridge. Sur une face, le profil d'une femme au port sévère, couronnée. Sur l'autre, des symboles et des chiffres incompréhensibles. Elle se souvenait encore du jour où sa mère la lui avait offerte, pour ses 8 ans. C'est quelque chose de très spécial, avait-elle murmuré. D'un endroit très lointain. Garde-la précieusement, et un jour je t'en raconterai l'histoire. Ce jour n'arriverait jamais. Sarah serra la pièce dans sa main. Le métal semblait plus lourd qu'il ne le paraissait, froid et pourtant étrangement vivant, comme s'il conservait une chaleur venue d'ailleurs. Il ne s'était jamais terni, malgré les années. Depuis la pièce principale, elle entendit son père remuer le feu, le tintement du couteau contre la planche, le choc de la marmite de fonte. Ces sons familiers avaient toujours rempli la maison d'une chaleur simple, mais ce soir-là, quelque chose avait changé. Une tension silencieuse flottait entre eux, faite de souvenirs, de secrets et d'une promesse sur le point d'être brisée. Elle glissa la pièce dans sa poche, referma la boîte et leva les yeux vers la fenêtre. Au loin, derrière les arbres, la cabane interdite semblait attendre, figée dans la brume. La lueur du crépuscule s'y accrochait comme une flamme hésitante. Sarah sut alors, sans qu'on le lui dise, que le moment approchait. Le moment où son père pousserait cette porte scellée par 20 ans de silence et où tous deux découvriraient enfin ce que sa mère avait tant cherché à cacher au cœur des montagnes. La promesse du silence. Sarah savait qu'elle aurait dû aider son père. Mais ces instants volés, passés seuls avec les souvenirs de sa mère, étaient devenus aussi précieux que l'air qu'elle respirait. Depuis la mort d'Elena, elle chérissait ces moments de silence, comme si chaque respiration lui permettait d'entendre encore la voix de celle qui l'avait élevée entre ciel et montagne. Les soirs d'hiver, quand le vent sifflait à travers les pins et que la neige scellait la vallée dans un linceul blanc, Elena racontait des histoires. Des récits de cités gigantesques où les tours semblaient toucher les nuages, de chariots sans chevaux, glissant sur les routes comme par enchantement, d'hommes et de femmes capables de se parler à des distances immenses à travers des fils invisibles. Jérémia, son père, riait doucement de ces contes, pensant qu'ils n'étaient que rêveries d'enfants. Mais Sarah, elle, avait vu dans les yeux de sa mère autre chose que l'imagination, elle y avait vu la mémoire. « Tu es trop intelligente pour te contenter des livres d'école, » disait Elena en secret, lorsqu'elles étudiaient ensemble près du feu. Alors que les autres enfants de Pine Ridge apprenaient à lire et à compter, Sarah se plongeait dans des équations que même le maître d'école ne comprenait pas. Sa mère lui enseignait des sciences dont personne n'avait jamais entendu parler dans ces montagnes isolées, et une histoire qui semblait plus vaste que le monde connu. Un jour, Sarah avait demandé. « Pourquoi dois-je apprendre les propriétés de l'électricité ? On n'a même pas ça ici. » Et Elena avait souri, ce sourire doux et grave qui précédait toujours ses réponses mystérieuses. « Parce que le savoir n'est jamais perdu. Et parce qu'un jour, ma fille, tu pourrais vivre dans un lieu où il existe. » Sarah reposa la pièce de monnaie qu'elle tenait entre ses doigts dans la boîte à souvenirs et en sortit un petit carnet. Les pages étaient couvertes de l'écriture élégante de sa mère. La plupart contenaient des croquis de plantes, annotés de leurs vertus médicinales, mais à la fin du cahier, des schémas étranges s'étalaient, engrenages, leviers, symboles et calculs complexes. Elle ne comprenait pas leur signification, mais reconnaissait certains chiffres et signes que sa mère lui avait enseignés pendant leur mystérieuse leçon nocturne.
Un craquement fit tourner la tête de Sarah. Dans l'embrasure de la porte se tenait Jérémia. Son regard s'adoucit en apercevant la boîte ouverte. « Elle te manque terriblement, pas vrai, ma petite » dit-il d'une voix basse, pleine d'une tendresse qu'il montrait rarement. Sarah leva vers lui des yeux sérieux. Elle n'était plus une enfant depuis longtemps. « P.A., tu crois vraiment que maman venait de Charleston, comme elle le disait à tout le monde ?» La question, longtemps retenue, franchit enfin ses lèvres. Le visage buriné de Jérémia se figea. « Pourquoi tu demandes ça ?» Sarah lui montra la pièce. « Parce que ce n'est pas de la monnaie américaine. » « Et tu te souviens ? » Elle savait quand quelqu'un allait tomber malade avant même qu'il ne présente de symptômes. Elle avait prédit la crue du printemps dernier rien qu'en parlant de la pression de l'air. Et parfois, elle utilisait des mots qu'aucun de nous ne comprenait. Jérémia s'assit lourdement sur le bord du lit, le regard perdu. « Ta mère était instruite, plus que la plupart. »« Ce n'est pas que ça, » murmura Sarah. Elle sortit alors de sous son oreiller une feuille pliée, un dessin technique qu'elle avait trouvé caché dans le roman préféré de sa mère. « Regarde, P.A. C'est un plan, un genre de machine. Et il y a ces mots, mécanisme de déplacement temporel. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi elle nous a caché tout ça ?» Jérémia prit la feuille et fronça les sourcils, étudiant les lignes et symboles. « Je ne sais pas, Sarah. Mais je crois que cette vieille cabane, là-bas, pourrait avoir les réponses. » Une ombre de crainte passa dans les yeux de la jeune fille. « Tu crois qu'elle fuyait quelqu'un ?» Jérémia secoua lentement la tête. « Ta mère n'a jamais eu peur de rien, du moins, de rien de vivant. » Mais même en prononçant ces mots, un doute effleura son regard. Sarah chuchota. « Quoi qu'il y ait dans cette cabane, elle l'a tenue loin de nous pour une raison. » « Et maintenant, » répondit Jérémia, « elle n'est plus là. Et nous, on reste avec toutes ces questions. » À travers la fenêtre, la cabane interdite se dessinait entre les arbres, baignée d'une lueur dorée par le soleil couchant. « Demain, » pensa Sarah. « Demain, nous saurons enfin la vérité. » L'aube se leva claire et glacée sur le domaine des Blackwood. Jérémia était éveillé depuis des heures, observant les ténèbres se dissoudre lentement jusqu'à devenir un voile doré sur les collines. Toute la nuit, il avait revécu les derniers jours d'Elelanena. « Promets-moi, Jérémia » avait-elle murmuré sur son lit, ses yeux autrefois pleins de vie désormais noyés de douleur. La maladie l'avait consumé, creusant ses joues, mais dans son regard brillait encore une intensité indomptable. « Promets que tu laisseras la cabane tranquille. » Et il avait promis. Cette promesse avait été sacrée comme tout ce qui venait d'elle. Pendant 15 ans, elle avait été le centre de son monde, la lumière qui guidait chacun de ses pas. Mais à présent, dans le silence du matin, cette promesse ressemblait moins à un acte d'amour qu'à une chaîne invisible. « Pardonne-moi, Elena » murmura-t-il à la pièce vide. Il se leva, enfila ses vieux pantalons et sa chemise de flanelle. Le tissu usé avait la douceur des années, mais n'offrait plus le réconfort d'autrefois. Ce jour ne serait pas comme les autres. Aujourd'hui, il allait trahir les morts pour libérer les vivants. Les planches du plancher gémirent sous ses pas lorsqu'il s'approcha du côté du lit qu'avait occupé Elelanena. Agenouillé, il sortit la boîte de cèdre sculptée qu'il avait trouvée en rangeant ses affaires après sa mort. Il ne l'avait jamais ouverte, par respect pour sa mémoire. Mais aujourd'hui, le respect céda à la nécessité. Sarah apparut à la porte, déjà vêtue, ses cheveux sombres tressés en une natte simple comme sa mère le lui avait appris. « Tu as pris ta décision, » dit-elle, sans poser de questions. « Oui. Mais on fera ça correctement. » Il désigna la boîte. « Ta mère la gardait sous clé. C'est par là qu'on doit commencer. » Ils s'assirent côte à côte sur le lit. Jérémia força le petit verrou avec la lame de son couteau de poche. À l'intérieur, plusieurs objets reposaient, des lettres à l'écriture soignée dont il ne comprenait qu'à moitié les mots, des plans semblables à celui que Sarah avait trouvé, un carnet rempli de chiffres et de symboles, et tout au fond, une clé d'argent d'un éclat presque irréel. Elle semblait trop fine, trop parfaite pour avoir été forgée par un artisan de la montagne. Le métal, pourtant ancien, brillait comme neuf. « C'est pour la cabane » murmura Sarah, la main suspendue au-dessus de l'objet sans oser le toucher. Jérémia hocha la tête. La clé lui parut étrangement légère dans la paume, comme si elle était faite d'un métal venu d'ailleurs. « Il reste un autre endroit à vérifier, » dit-il enfin. Il se dirigea vers le coffre au pied du lit et en sortit la Bible d'Elelanena,
un magnifique volume de cuir qu'elle avait apporté le jour de leur mariage. Chaque dimanche, elle y lisait quelques versets, même si elle n'avait jamais mis les pieds à l'église de Pine Ridge. Jérémia avait toujours cru que c'était à cause de la distance ou de la fatigue. Mais à présent, il n'en était plus sûr. Il ouvrit le livre avec une révérence silencieuse. À la dernière page se trouvaient quelques fleurs séchées et le registre familial. Là, de son écriture fine, Elena avait noté leur mariage, la naissance de Sarah et une date étrange, 5 ans avant leur rencontre, accompagnée d'un seul mot, arrivé. « Qu'est-ce que ça veut dire, P.A. » demanda Sarah en se penchant sur son épaule. « Je n'en ai pas la moindre idée, » répondit-il doucement. Sous la page, Jérémia découvrit un autre papier plié, dissimulé comme une confession. C'était un dessin de la cabane, accompagné d'instructions précises. Sous la pierre d'angle orientale se trouve la garde. Lorsque le temps viendra, s'il vient, souviens-toi, la connaissance porte autant d'ombre que de lumière. Un frisson parcourut Jérémia. Ces mots, écrits de la main d'Elena, semblaient venir d'un autre monde. La matinée prit alors des airs de cérémonie. Père et fille se préparèrent comme pour un long voyage, bien que la cabane ne soit qu'à un demi-mille à travers la forêt. Jérémia glissa sa pipe, du tabac, une lanterne malgré le jour, des allumettes et son couteau de chasse dans un sac. Sarah, de son côté, emporta un peu de pain et de fromage enveloppé dans un linge, une gourde d'eau, et le carnet de sa mère qu'elle serrait contre son cœur. Avant de quitter la maison, ils s'arrêtèrent sur le seuil. Le vent s'était levé, portant l'odeur de résine et de terre humide. Au loin, la cabane se découpait entre les arbres, son bois sombre scintillant sous la lumière du matin. Jérémia posa une main rugueuse sur l'épaule de sa fille. Quoi qu'on découvre là-bas, Sarah, ça pourrait changer tout ce qu'on pensait savoir d'elle, et peut-être de nous-mêmes. Sarah hocha la tête, le regard fixé sur la silhouette de la cabane. Je veux savoir, P.A. Même si ça fait mal. Et, sans un mot de plus, ils s'enfoncèrent dans les bois, le cœur battant au rythme du mystère qui les attendait. Dans la fraîcheur du matin, Sarah s'efforçait de plaisanter pour cacher son trouble. Faut-il vraiment tout ce barda pour aller visiter une simple cabane sur notre propre terrain? Lança-t-elle, un rire nerveux au bord des lèvres. Jérémia répondit sans lever les yeux. On ne sait pas ce qu'on va y trouver, ni combien de temps on y restera. La vérité, qu'il taisait, c'est que ces préparatifs minutieux n'étaient qu'un prétexte, il lui donnait le temps de se préparer, de se faire à l'idée qu'il allait trahir la dernière promesse faite à sa femme. Ils s'engagèrent sur le sentier étroit qui serpentait entre les pins et les rhododendrons. Le sous-bois printanier leur frôlait les chevilles, humide et dense. Aucun des deux ne parla. Les seuls sons étaient ceux de la forêt, le bruissement du vent dans les aiguilles, le cri perçant d'un geai, le pas furtif d'un animal qu'ils ne virent pas. Dans ce silence tendu, chaque souffle de la nature semblait amplifié, presque solennel. Puis, au détour du chemin, la cabane apparut. Identique à leurs souvenirs, petite, robuste, bâtie en rondins comme leur maison principale, mais avec un soin particulier apporté à la toiture et aux fondations. Éléanore avait personnellement supervisé chaque détail de sa construction, chose bien étrange pour une femme d'habitude si peu encline à s'imposer dans les travaux manuels. Jérémia s'arrêta à la lisière de la clairière. Sarah se figea à ses côtés, retenant son souffle. « Nous ne sommes pas obligés de faire ça, dit-il d'une voix basse. Elle glissa sa main dans la sienne, la paume douce contre ses doigts rugueux. « Si, papa. Nous devons le faire. Ensemble. » Ils s'avancèrent. Le métal froid de la clé argentée brilla un instant avant de s'enfoncer dans la serrure. Le déclic résonna comme un soupir. La porte s'ouvrit lentement, grinçant sur des gonds qui n'avaient pas tourné depuis 15 ans. Un rail de lumière filtra à l'intérieur, soulevant un tourbillon de poussière dorée. Ce qu'ils virent alors dépassait tout ce qu'ils avaient imaginé. Jérémia s'arrêta sur le seuil. Mon Dieu! L'intérieur n'était qu'une seule pièce, mais son contenu défiait toute logique. Des étagères couvraient les murs, débordant de livres aux reliures usées, certains marqués de titres dans des langues qu'ils ne reconnaissaient pas. Au centre, un large bureau croulait sous des papiers, des instruments et des dessins techniques. Le long du mur du fond s'étendait un établi chargé d'étranges appareils, fioles de verre reliées par des tubes de cuivre, cadrans à aiguilles fines, outils d'une précision de joaillier. Tout semblait plus à sa place dans un atelier de savant que dans une cabane isolée au cœur des Appalaches. Sarah, fascinée, s'avança lentement. Ce n'est pas, commença-t-elle, sans pouvoir finir sa phrase. Non,
ce n'était ni un refuge de trappeurs, ni un ermitage. C'était autre chose, quelque chose d'inconcevable dans ce coin de montagne en 1899. Jérémia approcha du bureau, comme s'il craignait que les objets s'animent à son contact. Parmi les papiers, il distingua un vieux journal jauni dont les caractères lui étaient étrangers. Mais la date, elle, était claire, 17 avril 1884. En haut, on lisait The London Times. « Regarde, papa », dit Sarah en brandissant un étrange instrument de laiton formé de cercles articulés et de bras réglables par de minuscules vis. « Maman m'a montré un dessin de ça, un jour. Elle appelait ça un astrolabe. Les marins s'en servent pour se repérer grâce aux étoiles. » Jérémia hocha la tête, sans rien comprendre. Éléanore n'avait jamais parlé de navigation, encore moins de la mer. Il prit un autre objet, un tube de laiton muni de lentilles. Il le porta à son œil, et les arbres lointains se rapprochèrent soudain, nets et précis. « Une longue vue » murmura-t-il, stupéfait par la clarté. Chaque découverte creusait davantage leur incompréhension. Sur une étagère, des bocaux scellés contenaient des poudres et des cristaux étiquetés d'une écriture familière, celle d'Éléanore. Nitrate de potassium, oxyde mercurique, limaille de zinc. À côté, des bouteilles de verre renfermaient des liquides, acide sulfurique, solution d'éthanol. Sarah, la voix tremblante, commenta. Elle m'a parlé de ces éléments. Elle disait que tout dans le monde est fait à partir d'eux. Dans un coin, un poêle de fonte dominait la pièce. Mais il n'avait pas servi à cuisiner, au-dessus, un système complexe d'appareils de verre et de métal prouvait qu'on y menait des expériences. Jérémia découvrit ensuite un coffre contenant des étoffes aux couleurs éclatantes, d'une finesse inconnue dans la région. Ces tissus ne pouvaient venir de Pine Ridge. Qu'est-ce qu'elle faisait ici? Souffla-t-il dans le silence. Sarah, penchée sur un petit bureau près de la fenêtre, l'appela d'une voix hésitante. « Papa, viens voir. » Elle tenait une photographie. L'image les laissa muets. Éléanore y apparaissait, plus jeune, vêtue d'une manière élégante et étrangère, entourée d'hommes en habits sombres. Derrière eux, un édifice monumental portait une inscription « Royal Society of London ». Les poses étaient rigides, comme l'exigeaient les longues expositions photographiques, mais le regard d'Éléanore trahissait la même détermination qu'il avait tant aimé chez elle. Dans ses mains, elle tenait ce qui semblait être un diplôme ou une médaille. « C'est maman », chuchota Sarah, inutilement. Jérémia pointa du doigt la légende inscrite au bas de la photo, Exposition annuelle des travaux scientifiques le 12 juin 1882. 17 ans, 2 ans avant la date du journal, murmura-t-il. À cette époque, elle aurait eu 25 ans, l'âge qu'elle paraissait quand je l'ai trouvée sur la route. Il se frotta le front, éperdu. Ça ne peut pas être vrai. Mais tout, autour d'eux, criait le contraire. Sarah, déjà absorbée, fouillait les tiroirs. Il y a tellement de choses, papa. Il nous faudrait des semaines pour tout comprendre. Dans le tiroir principal, elle découvrit un gros carnet relié de cuir, sans titre. À l'intérieur, des pages serrées couvertes de notes, de schémas, de calculs, tous tracés de la main d'Éléanore. Son journal de recherche, souffla Sarah, les yeux brillants. Comme celui qu'elle me faisait tenir pour mes leçons. Jérémia se pencha pour lire au-dessus de son épaule. Des mots lui sautèrent aux yeux, déplacement temporel, les théories d'Einstein doivent être réévaluées, l'hypothèse du multivers gagne en crédibilité à chaque test réussi. Rien n'avait de sens. Pourtant, debout dans cette pièce emplie de mystères, Jérémia sentit une certitude glaciale s'imposer, Éléanore Blackwood n'était pas celle qu'elle prétendait être. La femme qu'il avait aimée, la mère de son enfant, avait dissimulé des secrets d'une ampleur qu'il n'aurait jamais pu concevoir. Le soleil était haut quand Jérémia alluma la lampe à huile. Malgré la clarté extérieure, la pièce restait plongée dans une pénombre épaisse, la petite fenêtre ne laissant filtrer qu'un mince filet de jour. Sarah s'était installée sur le grand bureau et notait soigneusement leur découverte dans son propre cahier, un réflexe hérité de sa mère. Toujours observée sans embellir, se souvenait-elle qu'Éléanore disait. Écrire pour comprendre. Jérémia caressa du bout des doigts le rebord ouvragé du bureau, admirant un travail d'ébénisterie impossible à trouver dans les montagnes. Sous sa main, il sentit une petite aspérité, une fente à peine visible. Il pressa, et un mécanisme secret céda dans un clic discret. « Sarah, viens voir. » Un tiroir dissimulé se révéla, étroit, presque invisible. À l'intérieur, un paquet de lettres soigneusement liées par un ruban bleu passé.
Le papier, épais et jauni, exhalait une odeur d'encre ancienne. Jérémia défit lentement le nœud, conscient qu'il violait l'intimité la plus profonde de sa défunte épouse. La première lettre portait la date du 3 octobre 1883. L'écriture, ferme et élégante, était manifestement celle d'un homme. Ma chère docteur Blackwood. Vos derniers calculs sur les équations du champ temporel provoquent un tumulte parmi nos collègues. Thornhill soutient que votre méthode est erronée, mais je trouve votre raisonnement d'une clarté irréfutable. Si vos théories se confirment, les conséquences pour notre compréhension de l'univers physique seront proprement révolutionnaires. Jérémia lui a relu ces lignes sans oser respirer. Docteur Blackwood? Non pas madame, non pas épouse, mais docteur. Un frisson parcourut son dos. Il leva les yeux vers les étagères, vers les instruments, vers la photographie d'une jeune femme qu'il avait crue simple institutrice de montagne. Une nouvelle image se forma dans son esprit, celle d'une scientifique, une exploratrice du temps peut-être, venue d'un monde bien au-delà des frontières qu'il avait connues. Sarah le regardait, déchirée entre la fascination et la peur. « Papa, qu'est-ce que tout cela veut dire ?» Il ne répondit pas. Il s'approcha de la fenêtre. Dehors, la lumière de midi baignait la clairière. Le vent agitait doucement les branches, comme si la forêt elle-même retenait son souffle devant la vérité qu'il venait d'effleurer. Jérémia posa la lettre sur le bureau, s'assit lourdement et murmura. « Ta mère, elle essayait de nous protéger. » « De quoi, je l'ignore. Mais une chose est sûre, elle n'est jamais partie par hasard. » Sarah, les yeux embués, serra le carnet de cuir contre son cœur. « Alors, on doit finir ce qu'elle a commencé. » Le regard du père croisa celui de sa fille. Dans cette lueur partagée se mêlaient la douleur, l'amour et une détermination nouvelle. La porte de la cabane resta grande ouverte derrière eux, laissant entrer le souffle du monde extérieur, comme une promesse que le passé n'avait pas encore livré tous ses secrets. Ainsi commença, pour les Blackwood, un voyage inattendu, celui où l'amour et la science, la mémoire et le mystère, allaient s'entrelacer pour révéler que certaines vérités traversent le temps lui-même. La découverte. J'ai obtenu un financement supplémentaire pour le prototype. Les matériaux devraient arriver d'ici la fin du mois. En attendant, je vous en prie, reconsidérez la question des protocoles de sécurité. Votre génie n'a d'égal que votre impatience, et je crains que cette expérience particulière n'exige une prudence exceptionnelle. Avec admiration et inquiétude. Professeur James Hartwell. Département de physique théorique, Imperial College, Londres. Sarah lut ces lignes à voix basse, ses doigts tremblant légèrement sur le papier jauni. Docteur Blackwood, murmura-t-elle. Ma, continua-t-elle avec hésitation, Ma était donc docteur. Pas médecin, mais une sorte de savante. Jérémia resta figé, aussi stupéfait qu'elle. Il avait toujours su qu'Elena possédait une éducation peu commune, son langage précis, son aisance avec les chiffres, sa façon de parler des étoiles comme d'anciennes connaissances en témoignaient. Mais ce qu'il découvrait la dépassait tout ce qu'il aurait pu imaginer. C'était le genre d'accomplissement presque impossible pour une femme à leur époque. Ils continuèrent à examiner lettre après lettre. La correspondance s'étendait sur plusieurs années. Tout était adressé à la docteure Elena Blackwood, envoyée par ce mystérieux professeur Hartwell. Les textes évoquaient des théories et des expériences incompréhensibles pour Jérémia, des équations, des schémas, des calculs d'énergie, mais un terme revenait sans cesse, le déplacement temporel. Sarah déplia une autre feuille, datée du 15 janvier 1884, et lut à voix haute. « Elena, je vous en conjure, reconsidérez ce calendrier précipité. Le retrait du soutien de la Royal Society devrait nous inciter à la prudence, non à l'audace. Vos équations sont peut-être justes, mais l'énergie nécessaire à l'appareil que vous avez conçu dépasse tout ce que notre technologie actuelle peut maîtriser sans danger. Souvenez-vous de Williams, lors du test préliminaire. Ces brûlures n'étaient pas seulement physiques. Son esprit semble altéré d'une façon que la science ne peut expliquer. Il parle de choses impossibles, du temps qui coulerait à rebours comme une rivière s'insurgeant contre son propre cours. Je demeure votre plus fidèle allié, mais je redoute les conséquences d'une expérience menée sans garde-fou. À tout le moins, déplaçons le laboratoire dans une zone moins peuplée. Votre ami. James. Sarah leva les yeux, le souffle court. Jérémia prit la lettre et la parcourut en silence. Les mots vibraient d'une tension à la fois scientifique et tragique, quelque chose s'était mal passé, terriblement mal. Une troisième lettre, datée du 30 mars 1884,
portait des taches d'eau qui avaient brouillé l'encre. Sarah la lissa délicatement, et lut d'une voix plus douce, presque tremblante. « Ma chère Eleanor. La nouvelle de votre incident a atteint jusqu'à Cambridge. Le milieu scientifique bourdonne de rumeurs, la plupart rejetant vos travaux comme les fantaisies d'un esprit féminin trop ambitieux. Seuls ceux d'entre nous qui vous ont connu comprennent peut-être ce qui s'est réellement produit cette nuit-là. J'ai conservé vos notes et votre équipement autant que possible avant que les autorités ne confisquent le laboratoire. Si jamais cette lettre vous parvenait et hypothèse que ma raison juge impossible, mais que mon cœur n'exclut pas tout à fait, sachez que je poursuis vos recherches en secret. Les calculs indiquent plusieurs issues possibles à votre expérience. La décharge d'énergie semblait suffisante pour provoquer l'effet que vous aviez prévu. Pourtant, sans coordonnées précises, votre destination, si toutefois vous avez survécu, demeure inconnue. Je continuerai d'écrire, ne serait-ce que pour garder trace scientifique de votre œuvre, bien que l'espoir que ces lettres vous atteignent s'amenuise avec chaque mois qui passe. Avec le plus profond regret. James. Sarah posa la lettre avec précaution. Ses mains tremblaient. P.A. Je ne comprends pas tout, mais on dirait que Ma était une scientifique. Et qu'elle a disparu pendant une expérience. Jérémia hocha lentement la tête. Les pièces du puzzle, éparses depuis 15 ans, s'emboîtaient enfin et formaient une image terrifiante. Et qu'elle est apparue ici, murmura-t-il, cette nuit d'orage. Sarah voulut protester, dire que c'était impossible. Mais ses yeux, agrandis par l'émerveillement et la peur, racontaient autre chose. Elle avait grandi bercée par les récits fantastiques d'Eleanor, ces histoires d'un monde inconnu, de machines sans chevaux, de villes lumineuses, de voix qui traversaient les airs. Et il y avait eu ces moments où sa mère, pourtant si forte, semblait perdue devant les gestes simples de la vie montagnarde comme si elle venait d'ailleurs. Jérémia rangea soigneusement les lettres dans le tiroir. Il y a sûrement encore plus à découvrir, dit-il d'une voix grave. Sarah acquiesça, mais son regard demeura fixé sur la dernière lettre. P.A. murmura-t-elle après un long silence, si ces lettres disent vrai, si Ma venait vraiment d'un autre temps, alors, qu'est-ce que cela fait de moi? Les mots flottèrent entre eux, lourds d'une angoisse sacrée. Jérémia détourna le regard, incapable de répondre. Ce qu'ils avaient découvert dépassait l'entendement, Eleanor Blackwood n'appartenait pas à leur époque. Le lendemain. À l'aube suivante, Jérémia descendit vers Pine Ridge. Le soleil s'élevait lentement derrière les crêtes, dissipant la brume qui enveloppait encore la vallée. La découverte de la veille lui pesait sur le cœur comme un secret trop grand pour un seul homme. Ils avaient passé la nuit à examiner les affaires d'Eleanor, carnets, schémas, instruments de métal poli dont il ignorait l'usage. Puis, à bout de force, ils avaient refermé la porte du petit cabinet où tout avait été trouvé, la clé froide dans sa main calleuse. Sarah avait emporté le journal de recherche de sa mère, lui, les lettres. Aucun d'eux n'avait trouvé le sommeil. L'impossible vérité planait entre eux comme une ombre lumineuse. Eleanor Blackwood, sa femme, la mère de sa fille, n'était pas née dans ce siècle. Pine Ridge. Le village, minuscule et paisible, s'étirait le long d'un unique chemin de terre. Une épicerie, une école, un petit cabinet médical, et quelques maisons espacées composaient son cœur battant. Rien n'y trahissait le tumulte d'un secret cosmique. Jérémia attacha son cheval devant la boutique de Walter Whittaker. La cloche familière tinta lorsqu'il poussa la porte. Le vieil homme, voûté sur son registre, leva les yeux. « Jérémia Blackwood !» s'exclama-t-il, ses yeux laiteux pétillant d'un éclat sincère. « Je me demandais quand tu repasserais dans le coin. Tu viens pour les provisions ? » « Oui, » répondit Jérémia en déposant sa liste sur le comptoir. Puis, après un silence mesuré. « Dis-moi, Walt, tu te souviens du printemps où Eleanor est arrivée ici ? 15 ans, déjà. » Le vieillard hocha la tête, ajustant ses lunettes. « Je m'en souviens comme si c'était hier. Une nuit étrange. L'orage grondait comme le tonnerre du jugement. Certains pensaient que c'étaient les signes de la fin des temps. » Jérémia se pencha légèrement. « Tu te rappelles la date exacte ? » « Oh, oui, » répondit Walt après un moment de réflexion. Le 17 avril, 1884. C'était l'anniversaire de ma défunte Mabel, Dieu et son âme. Le matin suivant, le docteur Sullivan est venu me dire qu'il avait trouvé une femme évanouie près du ruisseau Miller, couverte de boue et de sang séché, complètement désorientée. C'était à Eleanor. Jérémia sentit un frisson lui parcourir l'échine.
17 avril 1884. Exactement la date imprimée sur le vieux journal londonien qu'ils avaient trouvé dans le tiroir du cabinet. Il ravala sa stupeur. Le docteur Sullivan est toujours dans les environs? Oui, répondit Walt en rassemblant les articles de la liste. Le mercredi, il travaille à son cabinet. Tu devrais le trouver là-bas. Puis, avec un sourire amusé. Tu sais, ta femme, à ses débuts, paraissait bien singulière. Elle regardait tout comme si elle ne l'avait jamais vu, les lampes à huile, les bocaux de confiture, même nos vêtements. Et les questions qu'elle posait. Ah, ça, je ne les oublierai jamais. Jérémia fronça les sourcils. Quel genre de questions? Elle voulait savoir où se trouvait le bureau du télégraphe. Il rit doucement. On n'a jamais eu ça, ici. Puis elle a demandé les horaires des trains, et si on avait des lumières électriques. On a cru qu'elle délirait de fièvre. Jérémia demeura silencieux, le regard fixé sur le comptoir. Ces anecdotes prenaient soudain un tout autre sens. Il se revoyait observant Éléanore, fasciné par les flammes tremblantes d'une lampe à huile, ou déconcerté par la lenteur des chevaux. À l'époque, il avait mis cela sur le compte d'un tempérament rêveur. Aujourd'hui, il savait, elle venait d'un monde où la lumière obéissait à la main de l'homme. Après avoir payé, Jérémia se rendit au petit bureau du docteur Sullivan, situé à la lisière du village. Le médecin. La porte grinça lorsqu'il entra. L'odeur des herbes séchées et de l'éther emplissait l'air. Le docteur Sullivan, un homme maigre à la chevelure prématurément blanche, leva la tête de ses fioles. Jérémia, dit-il avec un sourire fatigué. Comment va Sarah? Elle tient le coup, répondit Jérémia en retirant son chapeau. Mais j'aimerais vous parler d'autre chose. D'Elela Nena. Du jour où vous l'avez trouvée. Le médecin posa son mortier, intrigué. Je m'en souviens très bien. C'était juste après l'orage. Le ruisseau avait débordé, les chemins étaient impraticables. Je l'ai découverte sur le bas-côté, inconsciente, sans bagages, ni papier. Ses vêtements, étranges. Pas ceux d'ici, ni même du pays, je dirais. Elle parlait anglais, mais avec une tournure que je n'avais jamais entendue. Il marqua une pause, cherchant ses mots. Et quand elle s'est réveillée, elle m'a demandé où elle était. Pas dans le sens dans quelle région, non, dans quel siècle. Jérémia sentit son cœur se serrer. Le murmure du vent contre les volets semblait venir de très loin. Sullivan reprit doucement. Je ne l'ai jamais raconté à personne. Qui m'aurait cru? Mais dans ses yeux, Jérémia, il y avait cette détresse qu'on ne peut pas feindre. Comme si elle avait perdu le monde entier en une seule nuit. Épilogue. Sur le chemin du retour, Jérémia leva les yeux vers le ciel d'automne. Le vent portait encore la fraîcheur des neiges à venir. À ses côtés, l'absence d'Éléanore se fit plus vaste, plus mystérieuse. Il comprenait enfin pourquoi elle passait des nuits entières à regarder les étoiles, le regard perdu vers un horizon que lui ne pouvait pas concevoir. Elle ne contemplait pas seulement le ciel. Elle cherchait le chemin du retour. Sarah l'attendait au pied du sentier, serrant contre elle le journal de sa mère. Péa, dit-elle doucement, et si elle n'avait jamais voulu repartir? Jérémia posa une main lourde sur son épaule. Peut-être, ma fille. Ou peut-être que son voyage n'était pas une fuite, mais un appel. Et que c'est à nous, maintenant, d'en comprendre le sens. La montagne se teintait d'or et de cuivre. Dans la brume du soir, le passé et le présent semblaient se mêler, comme si le temps lui-même hésitait à reprendre son cours. Et au cœur de cette hésitation, un père et sa fille, porteurs du secret d'une femme venue d'un autre âge, se tenaient silencieux, unis par la même question. Jusqu'où peut aller l'amour quand il défie le temps? Dans le silence du cabinet, le docteur Sullivan observa Jérémia avec une gravité nouvelle. Et si nous en parlions enfin, demanda-t-il d'une voix basse. Vous voulez savoir dans quel état je l'ai trouvé? Jérémia hocha la tête, le cœur serré. Le médecin soupira et désigna une chaise. Je me demandais si ce jour viendrait, murmura-t-il. Elle m'avait fait promettre de ne jamais en parler, mais maintenant qu'elle n'est plus là. Il laissa sa phrase en suspens avant de reprendre. Je l'ai trouvée inconsciente au bord de la route. Ses vêtements, je n'avais jamais rien vu de tel, des étoffes fines, tissées d'un matériau inconnu, taillées d'une manière étrange. Elle portait des brûlures aux mains et aux avant-bras, parfaitement circulaires, comme si elle avait saisi un anneau de métal chauffé à blanc.
Quand elle s'est réveillée, elle était confuse, répétant des mots sur Londres et sur un certain James. Jérémia sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il se souvenait des lettres, de ce fameux « expériment raté ». Des brûlures, demanda-t-il, la voix serrée. Oui, répondit le médecin. Et ce n'était pas tout. Elle portait un petit appareil, un assemblage de cuivre et de laiton, à moitié fondu et des papiers remplis d'équations incompréhensibles, un enchevêtrement de symboles et de chiffres que même mes années d'études ne pouvaient déchiffrer. Qu'est-il advenu de ces objets? Sullivan secoua la tête. Elle a refusé que quiconque y touche. Quand j'ai proposé de les montrer à d'autres, elle s'est mise dans un état de panique. J'ai préféré ne pas insister. Il fit une pause, puis ajouta. Jérémia, j'ai examiné son corps. Et j'ai trouvé des traces de pratiques chirurgicales, qui n'existent tout simplement pas. Pas ici, pas à notre époque. Une cicatrice minuscule sur son abdomen, parfaitement refermée, sans la moindre boursouflure. Une guérison d'une perfection anatomique que je n'ai jamais vue, même dans les manuels les plus récents. Quand je lui ai demandé, elle a éludé, comme si je venais de frôler un secret qu'il valait mieux ignorer. Alors que Jérémia se levait pour partir, Sullivan posa une main lourde sur son bras. Il y a encore une chose. Une semaine après son arrivée, je l'ai trouvée à l'école, les yeux pleins de larmes, observant les cartes du monde. Elle m'a dit, tout est faux, les frontières, les royaumes, les nations. Rien n'est comme cela devrait être. J'ai cru à une confusion passagère? Mais aujourd'hui, j'en doute. Le trajet suivant mena Jérémia jusqu'à l'école du village. Miss Abernathy, une femme aux traits austères et à la silhouette mince, leva la tête, surprise de le voir entrer en pleine saison des semailles. Monsieur Blackwood? Que puis-je pour vous? Des questions sur ma femme, répondit-il. Sur ce qu'elle savait. Le visage sévère de l'institutrice se détendit aussitôt. Votre épouse était l'esprit le plus brillant que j'ai rencontré en 30 ans d'enseignement. Elle corrigeait mes manuels, vous imaginez? Trouvait des erreurs que je n'avais jamais remarquées. Elle sourit, presque émue. Et ses connaissances en histoire, des détails sur des dynasties européennes dont personne ici n'a jamais entendu parler. Quant aux sciences, elle me parlait de principes que je n'ai encore vus dans aucun livre. Quand je lui demandais d'où cela venait, elle répondait simplement, de livres que vous n'avez pas encore lus. Pendant ce temps, Sarah, leur fille, avait pris une décision silencieuse. Tandis que son père était en ville, elle retourna seule à la cabane que sa mère avait défendue toute sa vie. Elle avait dit à Jérémia qu'elle voulait réfléchir, assimiler leur découverte. C'était vrai mais incomplet. Car une phrase dans le journal d'Elenana l'obsédait, une mention de « compartiment dissimulé » qu'elle n'avait pas eu le temps d'explorer. En franchissant le seuil, Sarah sentit quelque chose changer. Sans la présence protectrice de son père, le lieu paraissait différent, plus intime, presque vivant. Les instruments, les livres, les fioles semblaient lui parler, chargés d'une énergie qu'elle n'avait jamais perçue. Elle fit glisser ses doigts le long des étagères. Les titres s'alignaient dans des langues familières et étrangères, français, allemand, d'autres qu'elle ne reconnaissait pas. Sa mère lui avait enseigné les rudiments du français, mais ses ouvrages regorgeaient de termes techniques, de formules et d'hypothèses. « Qu'est-ce que tu faisais vraiment ici, maman » murmura-t-elle. Elle rouvrit le journal de recherche et retrouva la page qui l'avait tant troublée. Compartiment de stockage achevé sous le plancher principal. Renforcé de cuivre pour prévenir toute interférence du champ temporel. Données et journaux personnels sécurisés à cet endroit. Sarah observa le plancher avec attention. Chaque veine du bois, chaque interstice. Vers le fond, à demi caché sous un petit tapis, elle découvrit une section dont le grain semblait légèrement différent. Un carré parfait de 2 pieds de côté. Pas de poignée, pas de serrure. Elle se rappela alors la boîte d'anniversaire que sa mère avait fabriquée pour ses 10 ans, un coffret puzzle qui ne s'ouvrait qu'en pressant certains points dans un ordre précis. Elle tenta la même logique, les 4 coins, dans le sens des aiguilles d'une montre. Un léger clic résonna. Le panneau céda doucement, révélant un compartiment doublé de métal. À l'intérieur, une boîte en laiton et un livre relié de cuir. Sarah saisit le volume, le cœur battant. Sur la couverture, les lettres familières de sa mère. Observation et développement au sujet SB. Les mains tremblantes, elle ouvrit à la première page. 23 août 1887. Sujet SB, né aujourd'hui après 9 heures de travail. Fille,
3,3 kg. Apparence normale. Aucun instrument médical moderne disponible, seulement assistance traditionnelle. Mère et enfant stable. Premier cas documenté de naissance humaine réussi après déplacement temporel maternel. Sarah sentit le sang se retirer de son visage. Premier cas de naissance après déplacement temporel. Elle relut, incapable de respirer. Inconnu si ADN paternel de ce plan temporel interagit avec ADN maternel du plan d'origine. Suivi nécessaire pour déceler toute anomalie. Le ton clinique de ces lignes glaça son cœur. Ce n'était plus la voix d'une mère, mais celle d'une scientifique détachée. Elle murmura, effarée. J'étais un sujet d'expérience. Elle tourna les pages, les yeux brouillés de larmes. 6 mois, développement cognitif environ 20% supérieur à la moyenne locale. Suivi visuel et vocal avancé. Incertitude quant à la cause, génétique, influence éducative maternelle ou facteur temporel. 2 ans, parle en phrases complètes, compte jusqu'à 20, reconnaît tout l'alphabet. Nécessité de limiter l'exposition sociale pour éviter suspicion. 5 ans, aptitude exceptionnelle pour les concepts abstraits. Initié à l'algèbre, compréhension immédiate. Réflexe au maximum des capacités humaines normales. Début de collecte de données comparatives par observation indirecte à l'école locale. Page après page, Elena Nena décrivait sa fille comme une expérience vivante. Poids, taille, langage, sommeil, apprentissage tout noté avec une précision presque mécanique. Entre ces paragraphes, Sarah trouva des termes qu'elle ne comprenait pas, flux temporel, stabilité génétique, fréquence de transition. Enfin, la dernière entrée, datée de quelques semaines avant la maladie d'Elena Nena. Âge 11 ans, 8 mois. Sujet SB dépasse toutes les projections. Ses capacités mathématiques excèdent les miennes au même âge. Sa pensée abstraite laisse entrevoir un potentiel scientifique majeur. Sarah tremblait. Reste à déterminer le moment de la révélation. La puberté pourrait déclencher des réponses physiologiques inattendues, compte tenu de sa composition génétique unique. Décision, révélation complète après son 12e anniversaire. Si mon état se détériore, des documents de contingence ont été préparés pour James, s'il parvient à nous retrouver. Les larmes ruisselèrent sur ses joues. Chaque ligne brisait un peu plus l'image qu'elle s'était faite de sa mère, la femme douce qui lui chantait des berceuses, qui lui avait appris à lire et à rêver. Sous cette tendresse s'était cachée une chercheuse redoutable, une pionnière de l'impossible. Sarah referma le journal avec lenteur. Le cuir craqua sous ses doigts. Autour d'elle, la cabane sembla frémir, comme si les murs retenaient leur souffle. Elle posa la main sur la boîte en laiton encore scellée. Sur le couvercle, une inscription gravée à la main. Pour SB, quand le temps sera venu. Le cœur battant à tout rompre, elle sut que ce qu'elle allait découvrir à l'intérieur changerait à jamais tout ce qu'elle croyait savoir sur sa mère, sur elle-même, et sur le temps lui-même. La fille du temps au chapitre de la cabane interdite. Sarah referma lentement le journal. Ses mains tremblaient, ses yeux s'embuèrent jusqu'à ce que les mots disparaissent sous un voile de larmes. Autour d'elle, la cabane parut soudain glaciale, presque étrangère. L'air semblait s'être vidé de toute chaleur, de tout souffle humain. Ce qu'elle venait de lire n'était pas seulement troublant, c'était une blessure ouverte. Sa mère l'avait observé, mesuré, noté comme une expérience vivante. Chaque progrès, chaque émotion, chaque réaction, consignée avec la rigueur d'un laboratoire. Et pourtant, entre les lignes froides, parmi les formules et les annotations, Sarah avait décelé autre chose, la trace d'un amour vrai, pudique, dissimulé sous la science. Une fierté de mère, une tendresse à demi étouffée par la culpabilité. SB a montré aujourd'hui une bonté extraordinaire. Elle a soigné un oiseau blessé avec une délicatesse remarquable. Son intelligence émotionnelle égale peut-être dépasse sa capacité intellectuelle. Quelle que soit sa singularité génétique, son humanité est une splendeur à contempler. Ces mots, griffonnés à la hâte, percèrent Sarah comme une flèche. Sa mère, malgré tout, l'avait aimée. Dans le compartiment secret, il restait encore la boîte de laiton. Sarah la saisit. Elle était plus lourde qu'elle ne l'aurait cru. Le couvercle s'ouvrit sans résistance, révélant un étrange dispositif métallique, une petite machine constellée de cadrans, au centre de laquelle brillait un cristal translucide. Sous le mécanisme, un papier soigneusement plié portait quelques mots tracés de la main élégante d'Elena Nena. Pour Sarah seulement lorsque tu comprendras tout le reste. La clé du retour,
si tu choisis de chercher tes origines. Un frisson parcourut la jeune femme. Le retour? Vers quoi? Vers où? L'homme venu des brumes. 3 jours plus tard, alors que le calme semblait revenu au domaine des Blackwood, un étranger apparut sur le sentier de la montagne. Jérémia l'aperçut depuis le perron. La silhouette était grande, droite, progressant avec précaution, comme quelqu'un peu habitué à ce terrain rocailleux. Malgré la tiédeur du printemps, l'homme portait un costume sombre, une chemise impeccable, et s'aidait d'une canne d'argent dont le pommeau reflétait la lumière. Sa barbe était taillée avec soin, son maintien plus académique que paysan. Jérémia posa le piège qu'il réparait et se leva. Par réflexe, sa main glissa vers le couteau qu'il portait à la ceinture. Les visiteurs étaient rares dans ces montagnes et encore plus rares ceux qui venaient sans prévenir. L'inconnu s'arrêta à bonne distance. « Bonjour à la maison », lança-t-il d'une voix à l'accent anglais marqué. Malgré la fatigue visible sur son visage, sa voix gardait une assurance tranquille, presque noble. « Je cherche Elena Blackwood », dit-il. Un frisson parcourut Jérémia. « Qui la demande ?» Professeur James Hartwell, de l'Imperial College de Londres. L'homme ôta son chapeau, révélant une chevelure grisonnante clairsemée. Le nom. Celui des lettres. Jérémia observa son visage, les yeux vifs, la lassitude profonde, la sincérité douloureuse. « Ma femme est morte », dit-il simplement. La consomption l'a emportée, il y a 3 mois. La couleur quitta le visage du visiteur. Il resta un instant muet, dévasté. « Je craignais cela », murmura-t-il. Mes lettres restaient sans réponse. « Je suis désolé, profondément désolé pour votre perte, monsieur Blackwood. » Jérémia, corrigea l'homme des montagnes. « Venez donc vous asseoir. Vous avez fait un long voyage, à ce que je vois. » Hartwell monta lentement les dernières marches, chaque pas chargé du poids du regret. Il s'assit sur la chaise du porche et laissa échapper un long soupir, comme si le monde lui tombait des épaules. « J'ai cherché Elena pendant 15 ans, confia-t-il. J'ai suivi des rumeurs, des anomalies, des phénomènes météorologiques étranges, semblables à celui qui l'a emporté. Il se tourna vers l'horizon, les yeux perdus dans les cimes. Et puis, il y a 3 mois, mes instruments ont détecté une poussée d'énergie temporelle ici même, dans ces montagnes. J'ai cru qu'elle avait peut-être réussi. Jérémia hocha lentement la tête. C'était la nuit où elle est morte. Il y a eu une tempête, pas comme les autres. La plus terrible depuis celle de son arrivée. Hartwell ferma les yeux, bouleversé. Alors c'est vrai. Rencontre. À cet instant, la porte de la cabane s'ouvrit. Sarah sortit. Elle s'arrêta net en voyant l'étranger. Son regard s'attarda sur le costume, la canne, la distinction presque anachronique de cet homme venu d'un autre monde. « Vous êtes le professeur Hartwell », souffla-t-elle. « Celui des lettres. » Le professeur se leva, stupéfait. « Oui. Et vous devez être. » Son regard s'adoucit brusquement. « Mon Dieu. Vous êtes sa fille. Vous êtes Sarah Blackwood. » Elle hocha la tête, sur la défensive mais fascinée. « Oui. » Hartwell observa tour à tour le père et la fille. Sa rigueur scientifique semblait vaciller devant l'émotion. « Alors, elle a vraiment bâti une vie ici. » J'espérais sans oser y croire. Il se racla la gorge, reprenant contenance. « Monsieur Blackwood, puis-je vous demander si elle a laissé des documents? Des appareils? » Son travail, il dépassait de plusieurs décennies tout ce que notre époque pouvait concevoir. Jérémia échangea un regard avec Sarah. « Nous avons trouvé sa cabane. Celle qu'elle tenait à l'écart de la maison. »« Puis-je la voir ?» demanda Hartwell, la voix vibrante d'impatience contenue. Jérémia acquiesça. Ils marchèrent en silence à travers le sentier bordé de pins. L'air portait une odeur de terre humide et de mousse. Devant la porte, Jérémia sortit la clé d'argent et déverrouilla le cadenas. Quand Hartwell franchit le seuil, il s'immobilisa. Un souffle lui échappa, à la fois émerveillé et accablé. Il toucha du bout des doigts les instruments alignés sur les tables, caressa un cahier couvert de notes. « Elle a continué », murmura-t-il. « Seul. Sans laboratoire. Sans collègue. Et pourtant. » Il prit un instrument de cuivre, un spectromètre improvisé, et l'examina sous la lumière tremblante. « Regardez cette modification.
Ingénieux. Elle a reconstruit tout cela de mémoire. Pendant 1 heure, ils le virent explorer chaque recoin de la pièce, les carnets, les plans, les équations tracées sur les murs. Par moments, il murmurait des termes techniques incompréhensibles. Parfois, il restait silencieux, les yeux humides, perdu entre admiration et deuil. Enfin, il s'assit à la table d'Elena, passa la main sur le bois usé, et leva les yeux vers eux. « Vous avez des questions, dit-il. Moi aussi. Peut-être pouvons-nous y répondre ensemble. » Jérémia hocha la tête. Commençons par celle qui me hante depuis 20 ans, qui était vraiment ma femme. Hartwell sortit une pipe d'un étui de cuir. Elle était gravée de symboles mathématiques. J'ai toujours cru que les grands mystères exigent une réflexion lente, dit-il en bourrant la pipe. Et l'histoire d'Elena est, à n'en pas douter, l'un des plus grands mystères de notre temps. Il alluma une allumette, la flamme éclaira son visage buriné. Le secret d'Elena. Elena Blackwood, reprit-il, était la plus brillante physicienne de notre génération. Peut-être de toutes les générations. Ce qu'elle a découvert, ce qui l'a mené jusqu'à vous, semblera invraisemblable. Pourtant, tout repose sur des faits scientifiques. Sarah s'approcha, captivée. Dites-nous tout. La fumée parfumée de la pipe s'éleva en volute autour d'eux. Tout a commencé à Londres, en 1880, expliqua-t-il. À l'époque, nous travaillions sur la nature même du temps. La lumière du soir filtrait à travers les fenêtres de la cabane, dorant les plans qu'il avait étalés sur le bureau. Les feuilles étaient couvertes de croquis, d'annotations mêlant son écriture à celle d'Elena. Au centre, un schéma détaillait un dispositif circulaire composé d'anneaux concentriques en cuivre et en acier, reliés par des bobines et des circuits électriques à une plateforme centrale. Hartwell posa le doigt sur le dessin. Voici ce que nous appelions l'appareil de déplacement temporel. Jérémia fronça les sourcils, dépassé. Hartwell sourit avec bienveillance. En termes simples, dit-il, votre épouse pensait que le temps n'est pas une ligne droite, mais un fleuve aux courants multiples, aux tourbillons et aux bifurcations. Sous certaines conditions, on peut s'y déplacer, d'un courant à un autre. Vous voulez dire, voyager dans le temps, demanda Sarah, la voix tremblante. Hartwell acquiesça gravement. Oui. Et je crois qu'elle l'a fait. Un silence tomba, dense, vibrant. Le feu crépitait dans l'âtre. Dehors, la montagne s'assombrissait. Sarah sentit son cœur battre à tout rompre. Une vérité ancienne, qu'elle avait toujours pressentie sans oser y croire, venait de se dévoiler, sa mère n'était pas seulement une femme venue d'ailleurs. Elle était venue d'un autre temps. Et maintenant, dans cette cabane où le passé et l'avenir se mêlaient, Sarah comprenait enfin la signification des mots tracés sur le papier. La clé du retour, si tu choisis de chercher tes origines. Dans le silence fragile de la montagne, le feu du foyer jetait des ombres vacillantes sur les murs de bois tandis que le professeur Hartwell observait longuement le dispositif d'airain posé devant lui. Le métal, partiellement fondu, portait encore les cicatrices d'une chaleur impossible, d'une force qui semblait avoir frôlé les limites du réel. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'il le fit tourner, ses yeux brillant d'un mélange de crainte et de vénération. « Votre mère, murmura-t-il enfin, la voix rauque, était convaincue que le voyage dans le temps n'était pas seulement possible, mais prouvé. » Sarah retint son souffle. « Pas simplement une croyance, reprit Hartwell d'un ton plus assuré, une démonstration. Ces modèles mathématiques étaient impeccables, d'une rigueur que peu d'hommes de notre siècle auraient pu égaler. Mais les femmes de science, elles affrontent une défiance tenace, même lorsque leur génie ne laisse place à aucun doute. » Il déploya sur la table un plan jauni, couvert d'équations et de croquis. Eleanor était brillante, mais impatiente. Lorsque la Royal Society mit fin à son financement, qualifiant ses travaux de divagation spéculative, elle utilisa l'héritage de sa famille pour poursuivre seule. Nous avons établi un laboratoire dans un entrepôt abandonné à l'est de Londres, à l'abri des regards académiques. Et, quelque chose s'est produit. Jérémia, figé, sentit la gorge se serrer. Quelque chose de grave? Hartwell baissa les yeux, le visage assombri. Catastrophique. Il inspira profondément, comme s'il revenait malgré lui à cette nuit du 16 avril 1884. Eleanor préparait le premier essai à échelle réelle. Les calculs annonçaient un léger déplacement temporel, envoyer un objet quelques secondes dans le futur, pas davantage. Mais au lieu de cela, il y eut une cascade d'énergie d'une intensité que je n'avais jamais vue. L'appareil a surchargé, créant une sorte de vortex temporel.
Et lorsque le champ s'est effondré, Elena Nena avait disparu. Simplement, effacée. Le silence tomba, seulement troublé par le crépitement du feu. Sarah s'avança, les yeux brillants d'une compréhension soudaine. Elle n'a pas été projetée dans le futur, mais dans le passé. Et à travers l'espace aussi de Londres jusqu'à ces montagnes. Hartwell hocha la tête, admiratif. Exactement. L'expérience a eu lieu en 1884, et pourtant elle est arrivée ici, la même année. Le déplacement spatial était inattendu. Nous n'avions pas pris en compte le mouvement de la Terre à travers l'espace. Jérémia peinait à saisir la portée de ces révélations. Vous voulez dire que ma femme est née dans un temps qui vient après le nôtre? Qu'elle venait du futur? Pas tout à fait, répondit Hartwell en ouvrant un carnet où il traça 2 lignes divergentes. Eleanor avait émis l'hypothèse de lignes temporelles parallèles, des courants d'histoire distincts qui se séparent à chaque moment décisif. Elle n'a pas voyagé vers son propre passé, mais latéralement, dans une autre branche du temps, un monde où l'histoire a pris une tournure légèrement différente. Il montra des notations précises sur le plan. Ces calibrations indiquent qu'elle tentait d'atteindre l'année 1889 5 ans dans notre futur. Mais elle a atterri ici, en 1884, dans votre version du monde. Même année, univers différent. Jérémia murmura, bouleversé. Cela explique tant de choses. Les cartes qui lui semblaient fausses, les récits historiques qu'elle contredisait. Hartwell acquiesça. Les divergences mineures s'amplifient avec le temps. Votre 1884 lui paraissait à la fois familier et étrangement dissonant. Sarah, penchée sur les plans, fronça les sourcils. Aurait-elle pu reconstruire un appareil pour rentrer chez elle? Elle a essayé, répondit Hartwell en sortant un schéma griffonné sur le revers d'un vieux catalogue de semences. Voyez ces modifications, elle adaptait son modèle aux matériaux disponibles ici. Des solutions d'une ingéniosité remarquable. Mais les besoins énergétiques étaient colossaux. Nos montagnes contiennent du cuivre, dit Jérémia pensivement. D'anciennes concessions minières au nord. Eleanor disparaissait parfois plusieurs jours, prétextant des recherches. Hartwell eut un mince sourire. Elle exploitait le cuivre, sans doute. Et regardez ces équations dans son journal, elle montre qu'elle avait compris comment canaliser la puissance des éclairs. Les orages de votre région auraient été essentiels à son travail. Jérémia serra les poings. Si elle savait comment revenir, pourquoi ne l'a-t-elle pas fait? Hartwell resta un instant silencieux. Au début, je crois qu'elle a essayé. Ses premières notes concernent le retour. Mais plus tard. Il feuilleta le carnet, s'arrêtant sur une page postérieure à la naissance de Sarah. Ici, elle réajuste les coordonnées temporelles pour tenir compte de nouvelles variables. Après votre arrivée dans sa vie, son but a changé. Elle n'a plus cherché à regagner son passé, mais à protéger votre avenir. Sarah releva soudain la tête. Le dispositif que nous avons trouvé sous le plancher. Un boîtier de cuivre avec des cadrans et un cristal. Elle avait laissé un mot disant que c'était la clé du retour. Les yeux de Hartwell s'écarquillèrent. Vous l'avez? Sarah alla chercher la boîte et la posa doucement sur la table. Le professeur la prit avec une précaution presque religieuse, la tournant lentement entre ses mains. Extraordinaire, murmura-t-il. Un générateur de champs temporels miniaturisé. Pas assez puissant pour un déplacement seul, mais suffisant pour calibrer un appareil plus vaste. Son regard se fit grave. Eleanor a terminé son œuvre. Ce dispositif pourrait véritablement ouvrir un passage entre les mondes, s'il était relié à l'équipement adéquat. Et cet équipement, demanda Jérémia d'une voix basse, où pourrait-il se trouver? Hartwell le fixa longuement. C'est précisément ce que nous devons découvrir. La nuit tomba sur la montagne lorsque tous trois regagnèrent la grande cabane. Le vent gémissait entre les sapins. Sur la table, devant la lueur vacillante des lampes à huile, reposait le fragment d'airain, sa surface déformée et brûlée. Hartwell caressa du doigt le bord tordu du métal. Elle devait tenir cette pièce au moment de la déchirure. Le champ l'a emportée avec elle, à travers la frontière du temps. Sarah déposa une tasse de café fumante devant lui. Dites-nous tout, professeur. Ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. Il resta un instant immobile, le regard perdu dans les flammes, comme s'il revivait chaque seconde. Nous avions tout préparé depuis des mois. Le laboratoire se trouvait dans un vieil entrepôt près de la Tamise, isolé pour des raisons de sécurité.
Eleanor avait conçu ses propres générateurs électriques. L'appareil, un anneau de métaux rares de plus de 2 mètres, dominait la pièce. En son centre se trouvait la plateforme de déplacement. Il désigna le dispositif fondu. Ceci était le mécanisme de calibration. Eleanor surveillait les commandes tandis que j'observais les flux électriques. Nos calculs prévoyaient qu'une charge de 15 secondes suffirait à créer une distorsion temporelle minime, de quoi projeter une montre de poche environ 5 secondes dans le futur. Jérémia se pencha en avant. « Et qu'est-ce qui a mal tourné ?» Hartwell esquissa un sourire amer. « Tout, et rien à la fois. L'équipement a fonctionné exactement comme prévu. Mais les équations d'Eleanor, aussi brillantes fussent-elles, contenaient une erreur fondamentale, nous ignorions que l'énergie temporelle croît de manière exponentielle, non linéaire. » Il ferma les yeux, la voix tremblante. À 13 secondes, les mesures étaient stables. À 14, elles ont commencé à osciller. J'ai crié pour qu'Eleanor arrête l'expérience. Elle a refusé. Elle croyait ces fluctuations normales à l'approche du seuil. Puis, à 15 secondes précises, il y eut un éclat aveuglant. Sa voix se brisa. Tout l'est de Londres fut plongé dans l'obscurité. L'anneau de cuivre, d'argent et de tungstène se mit à luire d'une lumière intérieure, une lumière qui se courbait sur elle-même, défiant les lois de la physique. Et au centre, là où Eleanor se tenait, la réalité s'est pliée comme un miroir liquide, et elle a disparu. Le feu crépita plus fort, comme pour marquer la gravité de ses mots. Sarah sentit des larmes monter à ses yeux. Jérémia posa une main sur son épaule, incapable de parler. Hartwell contempla longuement la flamme avant de conclure d'une voix presque chuchotée. Elle a payé le prix de son génie. Mais ce qu'elle a laissé derrière elle, pourrait bien changer notre compréhension du monde et peut-être le réécrire. Dehors, la tempête s'éleva. Le tonnerre roula dans les montagnes, et dans le scintillement du feu, le petit appareil de cuivre sembla luire d'une lueur propre comme si, quelque part, à travers les fils du temps, Eleanor écoutait encore. Sarah se pencha, fascinée par le récit. Dans la lumière vacillante de la lampe à huile, la voix du professeur Hartwell vibrait d'une intensité presque mystique. Et puis, dit-il, un vortex s'est formé au centre de l'anneau, une obscurité emplie de lumière, un paradoxe vivant que je ne parviens toujours pas à décrire. Les objets du laboratoire ont commencé à dériver vers ce centre invisible, comme si la gravité elle-même avait été redirigée. Eleanor se trouvait la plus proche. Il ferma un instant les yeux, revoyant la scène. Je l'ai vu tendre la main vers l'interrupteur d'urgence, mais déjà son corps était aspiré. Dans son autre main, elle tenait le dispositif de calibration, ce même instrument que vous voyez là. Ses doigts tremblèrent légèrement en portant sa tasse de café à ses lèvres. La dernière image que j'ai gardée d'elle, c'est celle d'Eleanor engloutie par cette obscurité impossible. Elle ne cria pas, ne chercha pas à fuir. Son visage, il exprimait une curiosité scientifique, une fascination pure, même dans la terreur. Un silence pesant suivit ses paroles. Puis, le vortex s'est effondré sur lui-même dans un fracas semblable à un coup de tonnerre. Toutes les vitres à un demi-mille à la ronde ont explosé. À la place de l'appareil, il ne restait qu'un plancher calciné et une odeur d'électricité brûlée, comme après un éclair. La cabane retomba dans le silence. On entendait seulement le crépitement du feu. Enfin, Jérémia prit la parole d'une voix grave. « Et après ? » « Le chaos, » répondit Hartwell simplement. Les autorités ont ouvert une enquête, bien sûr, une femme avait disparu, et les réseaux électriques de Londres avaient subi des coupures inexplicables. Que pouvais-je leur dire ? La vérité aurait semblé délirante. J'ai parlé d'un accident électrique, et ils ont conclu à une mort par mésaventure. Il posa sa tasse, le regard perdu. La communauté scientifique, ceux qui connaissaient nos travaux, ont vite classé l'affaire comme une folie dangereuse. Les équations d'Eleanor ont été confisquées, son matériel saisi. J'ai pu sauver quelques notes, que j'ai poursuivies en secret. 15 ans à perfectionner des instruments capables de détecter la signature énergétique d'un déplacement temporel. Sarah, haletante, acheva pour lui. Ce qui vous a conduit ici ? Hartwell hocha la tête. Il y a 3 mois, mes capteurs ont enregistré une flambée d'énergie plus intense encore que celle de l'expérience originelle. J'ai suivi la piste jusqu'à ces montagnes. La nuit où Eleanor est morte. Jérémia se redressa, frappé d'un souvenir. L'orage, murmura-t-il. La foudre est tombée près de la maison, encore et encore. L'air était chargé,
presque vivant. Exactement, dit Hartwell. Lorsqu'une personne ayant subi un déplacement temporel meurt, l'énergie qui la maintenait hors de sa ligne d'origine se libère. Le décès d'Elena a créé un pont éphémère entre deux temporalités. Pas assez stable pour un passage physique, mais suffisant pour que mes instruments le détectent. Il saisit avec précaution le petit appareil endommagé, ses yeux brillants. Ce dispositif est plus qu'un souvenir sentimental. Il contient des éléments de conception à la fois de la machine originelle et de ses modifications ultérieures. Grâce à lui, je pourrais localiser l'endroit où elle a construit une version complète de l'appareil. Jérémia répéta lentement, presque incrédule. Une autre machine a voyagé dans le temps? Si elle en a bâti une ici, dit Hartwell pensif, elle l'aurait dissimulée dans un lieu isolé, à proximité d'une source d'énergie naturelle, mais hors de portée des curieux. Eleanor était méthodique, prudente, et visionnaire. Soudain, Sarah se redressa, les yeux écarquillés. La vieille mine. Maman y allait souvent, soi-disant pour ramasser des échantillons de minéraux. Vous vous souvenez, P.A.? Elle avait fait venir des hommes du bourg pour renforcer l'entrée, il y a 4 ans. Jérémia hocha la tête, songeur. Oui, elle disait que c'était pour éviter les éboulements au printemps. Et ensuite, elle n'y allait plus qu'en solitaire. Hartwell se leva, résolu. Alors c'est là que nous irons. Dès l'aube. Cette nuit-là, le sommeil refusa de venir à Jérémia. Il resta assis devant les braises mourantes de l'âtre, feuilletant un journal relié de cuir qu'ils avaient trouvé sous une lame du plancher dans la cabane d'Elena. Ce n'était pas un carnet scientifique, mais un journal intime, commencé peu après son arrivée dans ce monde. Hartwell dormait dans la petite chambre d'amis, Sarah s'était enfin assoupie, épuisée par les révélations de la journée. Jérémia tourna la première page. L'écriture, tremblée, différait de la précision habituelle d'Eleanor. 20 avril 1884. Je me trouve dans une situation impossible. L'expérience a réussi au-delà de toute projection théorique, et pourtant elle a échoué de façon catastrophique. Je suis déplacé non seulement dans le temps, mais aussi dans une version parallèle de l'histoire. Les différences subtiles de ce monde confirment l'hypothèse de James sur la multiplicité des lignes temporelles. Les constellations sont identiques, mais l'humanité a pris d'autres chemins. Jérémia passa ses doigts calleux sur les lettres en imaginant la peur de sa femme perdue dans un monde étranger. 30 avril 1884. Mes ressources sont limitées. Le hameau de Pine Ridge ne possède même pas d'électricité. Le dispositif de calibration a été endommagé, mais son noyau demeure fonctionnel. J'ai repéré un gisement de cuivre dans les collines du Nord. Il me faut me fondre dans cette communauté sans révéler mon origine. 15 mai 1884. Les habitants me regardent avec méfiance, surtout les femmes. Mon langage, mes manières me trahissent. Le docteur Sullivan, lui, se montre curieux, presque éclairé. Il pourrait devenir un allié. Jérémia s'interrompit, le cœur serré. Il se souvenait combien Eleanor et le vieux Sullivan s'étaient liés d'amitié, partageant leurs connaissances médicales. Le médecin disait souvent qu'elle lui avait enseigné des techniques qui avaient sauvé bien des vies dans la vallée. Il poursuivit. 8 juin 1884. J'ai rencontré aujourd'hui un homme nommé Jérémia Blackwood. Chasseur et trappeur, d'une intelligence rare malgré son manque d'éducation formelle. Il m'a proposé de m'enseigner les plantes comestibles locales. Sa franchise m'a plu. C'est un contraste apaisant après les faux-semblants londoniens. Jérémia sourit malgré lui. Il revit la scène, la femme étrange au bord du ruisseau, ses habits citadins tachés de boue, un carnet plein de croquis de plantes. Ce n'était pas seulement sa beauté qui l'avait frappé, mais cette intensité dans ses yeux, cette manière d'observer le monde comme si elle découvrait un secret ancien. Les pages suivantes retraçaient cet été-là, leur rapprochement, les balades en forêt, les conversations sous les étoiles. Puis venait une phrase qui fit battre son cœur plus vite. 17 août 1884. Jérémia m'a embrassé aujourd'hui, près de la cascade. J'ai répondu avec une ferveur que je ne soupçonnais pas. Mes calculs peuvent bien attendre un jour de plus. La science fut ma vie, mais ici, quelque chose de nouveau m'appelle. 3 octobre 1884. J'ai obtenu une petite cabane sur la propriété de Jérémia. Il croit qu'elle me servira à mes études botaniques, une fiction commode. En vérité, ce sera mon laboratoire pour reprendre mes recherches temporelles. Mon affection pour lui grandit,
mais je ne peux renoncer à ma mission, retrouver mon monde. Les entrées suivantes témoignaient de sa lutte intérieure, déchirée entre le devoir scientifique et le bonheur trouvé dans ces montagnes. 25 décembre 1884. Premier Noël dans cette ligne du temps. Jérémia m'a offert une boîte à bijoux sculptée de ses mains, contenant un simple collier d'argent. Ce geste m'a bouleversé. Mon désir de retour vacille. Que m'attend là-bas, sinon la solitude et la vaine gloire académique? Ici, j'ai trouvé un lien que je croyais impossible. 18 janvier 1885. Jérémia m'a demandé de l'épouser. La logique me dicte de poursuivre mes recherches et de rentrer. Mais la logique n'explique pas le frisson qui m'habite à l'idée de rester. Peut-être qu'une autre forme de vérité m'attend ici, celle du cœur. Après leur mariage, ces notes alternaient entre l'amour et la science, entre la vie domestique et les calculs secrets. Puis vint l'entrée qui fit trembler les mains de Jérémia. 1er août 1887. Je porte un enfant. L'idée m'émerveille autant qu'elle m'effraie. Aucun précédent n'existe concernant une grossesse après un déplacement temporel. L'enfant héritera-t-il de marqueurs génétiques d'une autre réalité? Cette naissance pourrait-elle déstabiliser les forces qui me retiennent ici? Ces questions oscillaient entre la scientifique et la mère en devenir. Puis, le ton changea. 20 septembre 1887. Sarah Blackwood est née aujourd'hui. Quand on me l'a mise dans les bras, toute pensée de retour s'est évanouie. Elle est parfaite. Ma fille, mon miracle. La science m'a offert des merveilles, mais aucune ne rivalise avec celle-ci. Pour elle, je resterai. Pour elle, je bâtirai une vie dans cette ligne du temps. Les dernières pages exprimaient un calme nouveau, presque une paix. Mon travail continue, mais son but a changé. Il ne s'agit plus de fuir, mais de comprendre. Sarah est unique. Elle porte en elle la trace de deux mondes. Quand elle sera prête, elle devra connaître la vérité. Jérémia referma doucement le journal. Les larmes ruisselaient sur son visage buriné. Éléanore avait fait son choix, elle les avait choisis, lui et leur fille, plutôt que la gloire ou le retour. Quelle que soit la vérité que la mine révélerait à l'aube, il tenait déjà entre ses mains la plus grande découverte de toutes, l'amour avait triomphé du temps. Il déposa le carnet sur la table de nuit et se leva. Par la fenêtre, les montagnes se découpaient contre un ciel constellé. Les étoiles brillaient comme les équations de son épouse, mais ce soir, aucune science ne pouvait apaiser le vide dans son cœur. Dans le silence glacé de la nuit, Jérémia murmura. « Tu n'as jamais été perdue, Éléanore. Tu étais simplement arrivée à la maison. » Le cœur au-delà du temps. Le monde de Jérémia Blackwood s'était effondré non seulement à cause des révélations stupéfiantes sur les origines d'Elena, mais surtout à cause de la question obsédante née en lui à la lecture de ses pensées les plus intimes. L'avait-elle réellement aimé? Ou n'avait-il été pour elle qu'un simple ancrage, un abri provisoire dans un monde étranger? Un homme primitif qu'une femme de génie, prisonnière d'un temps qui n'était pas le sien, avait observé comme on observe un phénomène curieux? Il regagna sa chambre désormais et alluma la petite lampe à huile. La lumière dorée se répandit doucement sur les meubles simples, le couvre-lit en patchwork qu'Elena avait cousu durant leur premier hiver, le vieux fauteuil à bascule où elle avait allaité Sarah, le coffre de cèdre qui renfermait encore quelques-uns de ses effets. De la poche de sa chemise, Jérémia sortit son bien le plus précieux, une simple alliance d'or, celle qu'il avait glissée au doigt d'Elena 15 ans plus tôt. Il l'avait achetée au prix d'une saison entière de trappe, le modèle le plus modeste qu'un bijoutier du bourg en aval pouvait lui proposer. Elle ne l'avait retiré qu'une seule fois, le jour où une épine de rose s'était profondément enfoncée dans sa main, provoquant une infection. Même alors, elle avait suspendu l'anneau à une ficelle autour de son cou jusqu'à pouvoir le remettre. Était-ce aussi une partie de ton déguisement? Murmura Jérémia dans le silence de la pièce. Était-ce ton expérience de vie parmi un peuple simple? Les doutes le rongeaient comme une trahison, et pourtant il ne parvenait pas à les chasser. Dr Elena Blackwood, pionnière scientifique, venait d'un monde d'érudition et de progrès qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Ses journaux révélaient une femme d'une intelligence exceptionnelle, luttant pour exister dans une société aux horizons étroits. Comment une telle femme aurait-elle pu aimer sincèrement un montagnard sans éducation, un homme incapable de comprendre la nature de ses travaux? Les souvenirs affluèrent malgré lui. Elena, aux prises avec le poil en fonte, éclatant en larmes lorsqu'elle n'arrivait pas à maîtriser les gestes simples qu'une fille du pays aurait su depuis l'enfance. Il avait trouvé cela attendrissant à l'époque, le signe d'une éducation délicate. Aujourd'hui,
cela lui semblait la preuve de ses origines d'un autre monde. Puis vinrent d'autres images, et Lélanena, penchée sur un livre à la lueur d'une lampe, lui apprenant à mieux lire, sa patience lorsqu'elle lui expliquait des notions de mathématiques bien au-delà de toute école du coin, sa joie sincère lorsqu'il parvenait à saisir un concept difficile. Était cela de la condescendance? Ou une véritable admiration pour son esprit vif? Jérémia ouvrit le coffre de cèdre. L'odeur persistante de lavande, qu'elle glissait toujours entre ses vêtements, lui serra la gorge. Sous la robe du dimanche, il trouva une petite boîte en bois qu'il avait sculptée pour elle, ornée de lianes et de fleurs de montagne. À l'intérieur reposaient les rares bijoux qu'elle possédait, le collier d'argent qu'il lui avait offert pour leur premier Noël, une broche qu'elle avait apportée de son ancienne vie, et un médaillon contenant de minuscules portraits de lui et de Sarah, un cadeau de leur 10e anniversaire, payé d'un mois entier de chasse et de négoce. Et Lélanena avait pleuré en découvrant le médaillon, le portant chaque jour jusqu'à ce que la maladie ne lui permette plus de supporter ce léger poids. « Aurais-tu fait tout cela pour un simple spécimen de laboratoire » demanda Jérémia Ovide. La question lui parut aussitôt injuste. Les journaux d'Lélanena contenaient bien des observations scientifiques, certes, mais aussi l'aveu d'une affection réelle, d'un conflit intérieur, d'un choix profond, celui de rester. Elle avait renoncé à son retour pour embrasser la vie qu'elle avait trouvée. Jérémia leva les yeux vers le petit miroir au-dessus du bassin. Le visage qui lui renvoyait son reflet portait les marques du vent, du soleil, du chagrin. Que voyait-elle en lui? Un être primitif? Ou bien un homme qu'elle avait appris à aimer? Ses doutes revinrent vers Sarah. Et Lélanena avait consigné le développement de leur fille avec la précision d'une scientifique, mesure, observation, théorie sur son héritage génétique unique. Mais à côté de cette rigueur, il y avait toujours la tendresse féroce d'une mère. Sarah n'avait jamais été une expérience. Elle avait été le miracle d'Lélanena, la raison pour laquelle elle avait cessé de rêver de son monde d'origine. Un léger bruit à la porte l'arracha à ses pensées. Sarah se tenait là, en chemise de nuit, les yeux cernés d'émotion. « Toi aussi, tu l'as lu » dit-elle en désignant le journal. Jérémia hocha la tête. « Je n'arrivais pas à dormir. »« Elle nous aimait, papa » murmura Sarah. « Quoi qu'elle ait pensé, quelles que soient ses connaissances, elle nous aimait plus que tout ici ou ailleurs. »« Comment peux-tu en être si sûr » demanda-t-il, la voix rauque. Sarah s'approcha, prit la bague dans sa paume et la leva vers la lumière de la lampe. À l'intérieur, presque effacée par le temps, brillait une inscription minuscule qu'il avait oubliée. « Deux mondes, un seul cœur. » Elle savait, chuchota Sarah. Elle nous a choisis, chaque jour. Jérémia caressa du pouce les lettres gravées. Peut-être, pensa-t-il, que l'amour était cette constante universelle qu'aucune époque, aucune distance, ne pouvait altérer. Le matin se leva sous une bruine persistante, retardant leur expédition vers la mine. Sarah trouva le professeur Hartwell dans la pièce principale, penché sur le journal de sa mère, la lampe encore allumée. Elle s'était levée à l'aube, incapable de dormir après les révélations de la veille. Son père, enfin vaincu par l'épuisement, dormait encore. « Bonjour, mademoiselle Blackwood » dit Hartwell sans lever les yeux. Cette manière formelle de s'adresser à elle la troubla. C'était ainsi que sa mère lui parlait parfois durant les leçons. « Appelez-moi simplement Sarah » répondit-elle en ravivant le feu et en suspendant la cafetière au-dessus des flammes. « Avez-vous trouvé quelque chose dans ces notes ?»« Des choses extraordinaires » dit Hartwell, les yeux brillants. « Votre mère a fait des avancées théoriques considérables ici. Libérée des contraintes académiques, elle a développé des intuitions que même moi j'ai du mal à saisir. » Il lui montra une page couverte d'équations complexes. Cette reformulation seule des champs temporels révolutionnerait la physique moderne. Sarah regarda les symboles et, à sa propre surprise, les comprit partiellement. Les leçons d'Lélanena l'avaient préparée à bien plus qu'elle ne l'avait cru. « J'ai besoin de vous parler de quelque chose » dit-elle en s'asseyant face à lui. « De moi. » Hartwell referma le journal, l'écoutant avec attention. « Vous voulez parler de votre héritage unique, n'est-ce pas? Suis-je différente ?» La question, enfouie depuis qu'elle avait lu les observations cliniques de sa mère, finit par éclater. « Elle m'appelle, la première naissance humaine réussie après un déplacement temporel maternel. Elle a tout noté, comme si j'étais une expérience. » « Votre mère était avant tout une scientifique, » répondit Hartwell doucement. Observer et documenter, c'était sa seconde nature. Mais, ne vous y trompez pas, chaque page de ce journal témoigne aussi de son amour.
Mais suis-je différente? Insista Sarah. Des autres, je veux dire. Hartwell réfléchit un instant. D'un point de vue biologique, oui, vous êtes unique dans l'histoire humaine. La structure génétique de votre mère provenait d'une ligne temporelle parallèle, avec des différences quantiques subtiles. Celle de votre père appartient à cette ligne-ci. Ce mélange n'avait jamais existé avant vous. Et qu'est-ce que cela signifie pour moi, demanda-t-elle, la voix tremblante. Physiquement, vous êtes une parfaite fusion des deux. Mais sur le plan cognitif, votre mère a noté un développement intellectuel accéléré. Cela correspond à mes hypothèses, la variance quantique de son ADN a pu renforcer certaines voies neuronales. Elle m'a enseigné des choses que les autres enfants ignoraient, dit Sarah. Les mathématiques avancées, la chimie, la physique, plusieurs langues. Je pensais qu'elle était simplement une meilleure professeure. Elle avait reconnu votre potentiel, confirma Hartwell. Votre aptitude à assimiler et relier des concepts complexes à un si jeune âge dépasse l'apprentissage ordinaire, elle révèle un avantage inné. Sarah resta silencieuse, ne sachant si elle devait se sentir spéciale ou anormale. Est-ce pour cela que je perçois parfois des choses que les autres ne sentent pas? Que je sais avant qu'elles n'arrivent. Hartwell se pencha, intrigué. Quelle chose? Je sens les tempêtes venir des heures avant que le ciel ne change. Je rêve de villes que je n'ai jamais vues, où les bâtiments touchent les nuages et où les carrosses roulent sans chevaux. Et, l'hiver dernier, quand Billy Thorne est tombé dans la rivière, j'ai su exactement où le trouver, alors qu'il avait été emporté loin en aval. Fascinant, murmura Hartwell. Votre mère pensait que le déplacement temporel pouvait modifier la connexion d'un être à ce qu'elle appelait le substrat quantique de la réalité. En tant que descendante directe, vous pourriez avoir hérité d'une sensibilité accrue à des informations situées au-delà de la perception ordinaire. Il sortit de son sac un carnet de cuir usé, couvert de notations mathématiques. Votre mère m'a envoyé ceci il y a plusieurs années, par l'intermédiaire d'un marchand relié à l'Europe. Il contient les concepts avancés qu'elle vous enseignait bien au-delà de tout programme scolaire, surtout dans un lieu aussi isolé. Sarah reconnut aussitôt le cahier. Nos leçons spéciales. Je pensais qu'elle voulait juste m'apprendre davantage de chiffres. Elle vous préparait, dit Hartwell. Ces formules ne sont pas seulement des mathématiques, elles sont les fondations mêmes de la physique temporelle. Et tandis que la pluie tombait doucement contre les vitres de la cabane, Sarah sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle comprit que son destin, à l'intersection de deux mondes, ne faisait que commencer. Et que le secret gravé à l'intérieur d'un simple anneau d'or contenait peut-être la clé de tout. Deux mondes. Un seul cœur. Héritage d'Eleanor. Eleanor avait voulu préparer sa fille à comprendre l'héritage singulier qui coulerait un jour dans ses veines. Voulait-elle que je suive ses traces? Que je devienne scientifique, moi aussi, demanda Sarah, la voix tremblante entre curiosité et appréhension. Hartwell sourit doucement, comme un vieil homme qui se souvient d'une promesse inachevée. Je crois qu'elle voulait offrir ce qu'elle-même n'a jamais eu, la liberté de choisir. Dans son époque, les femmes de science devaient franchir des murailles invisibles. On doutait d'elles, on les méprisait, parfois on les effaçait. Eleanor a passé sa vie à lutter pour être prise au sérieux. Il marqua une pause, puis ajouta, la voix plus tendre. Mais au-delà de cela, elle voulait que tu découvres toute l'étendue de ton potentiel quel qu'en soit le chemin. Sarah se leva lentement et alla vers la fenêtre. La pluie dessinait des arabesques sur le verre, comme des filigranes d'un monde encore flou. Si ce que vous dites est vrai, murmura-t-elle, alors je ne suis pas tout à fait de ce monde. Hartwell secoua la tête. Tu es précisément de ce monde, Sarah. Tu représentes l'union parfaite de deux lignes du temps, le pont entre ce qui fut et ce qui sera. Ta mère ne te voyait pas comme une expérience, mais comme un avenir incarné, un miracle que même sa science ne pouvait entièrement expliquer. Elle se retourna, et dans ses yeux brillait une lumière nouvelle, celle de la détermination. Alors je dois tout comprendre. Tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a tenté de m'enseigner. Je veux savoir qui je suis. Hartwell s'inclina légèrement. Ce serait pour moi un honneur de poursuivre ton éducation. Ta mère était la plus brillante des esprits, jusqu'à peut-être aujourd'hui. Quand la pluie cessa à la mi-journée, ils se mirent en route vers la montagne. Jérémia marchait en tête, le fusil en bandoulière, silhouette solide dans la lumière humide du matin. Hartwell suivait avec une sacoche de cuir remplie d'instruments scientifiques, et Sarah fermait la marche, gardant précieusement contre son cœur le journal de sa mère. Le sentier serpentait à travers une forêt dense,
puis montait le long de pentes rocheuses glissantes après l'averse. Le sol exhalait une odeur de terre et de cuivre. Eleanor mentionne souvent cet endroit dans ses notes tardives, dit Hartwell en gravissant les roches. Après 1895, elle y fait allusion de plus en plus souvent. C'est l'époque où elle a engagé des hommes du village pour renforcer l'entrée. Jérémia hocha la tête. Les anciens disaient que les poutres pourrissaient, que c'était dangereux d'y aller seul. Après une heure de marche, ils atteignirent une clairière où la montagne s'ouvrait sur un PAN de roches nues. Une ouverture sombre, haute de 2 mètres et encadrée de lourdes poutres de bois, marquait l'entrée d'une ancienne mine de cuivre. Malgré les années, l'endroit semblait entretenu, sans trace d'effondrement. Maman venait ici au moins une fois par mois, dit Sarah. Toujours seule. Elle disait que ce n'était pas sûr pour les autres. Jérémia alluma 3 lanternes et en tendit une à chacun. Restez près de moi. Ces galeries peuvent être traîtresses. Le tunnel principal s'enfonçait droit dans la montagne. Les parois, étonnamment lisses, semblaient polies par autre chose que des outils de mineurs. Après une 50aine de mètres, ils tombèrent sur une porte massive incrustée dans la pierre. Jérémia fronça les sourcils. Je n'ai jamais vu de porte dans une mine. C'est nouveau. Eleanor n'en a jamais parlé. La porte n'avait ni poignée ni serrure visible, seulement une plaque de laiton au centre, avec un léger creux. Hartwell s'approcha, sortit de sa poche le dispositif de calibrage trouvé dans la cabane d'Eleanor, et murmura. Une plaque d'accès, conçue pour cet instrument précis. Il l'inséra dans la fente. Le métal s'emboîta parfaitement. En le tournant, un cliquetis mécanique résonna dans le tunnel. La porte s'ouvrit lentement, dévoilant un spectacle à couper le souffle. Derrière, une vaste caverne d'une 30aine de mètres de diamètre se déployait, mi-naturelle, mi-construite par la main humaine. Des plateformes de bois, des établis, des lampes à huile suspendues, tout paraissait figé dans le temps, prêt à reprendre vie. Mais au centre, un immense anneau de cuivre et d'argent se dressait verticalement, haut comme 2 hommes, sertis de métaux étranges et soutenus par une charpente de fer et de bois. Autour, disposés en motifs géométriques parfaits, s'alignaient des bobines, des tubes de verre, des sphères de cristal, des instruments de mesure et des câbles s'élevant vers un conduit naturel dans le plafond, où grimpaient des tiges de cuivre vers le ciel. Hartwell s'avança, la voix tremblante. Elle l'a fait? Elle a reconstruit l'appareil complet de déplacement temporel. Il tournait autour du dispositif comme un pèlerin devant un autel. Cette conception reprend nos travaux initiaux, mais elle les dépasse. Regarde ces modifications, elle stabilise le champ temporel, empêche la cascade d'énergie qui avait provoqué l'accident originel. Jérémia s'approcha à son tour, sa main calleuse frôlant la structure. C'est donc cela qu'elle faisait pendant toutes ces années, construire un moyen de retourner dans ton monde? Sarah, déjà penchée sur un établi, secoua la tête. Pas exactement. Elle avait trouvé un carnet relié de cuir, posé près d'un modèle réduit de l'anneau principal, une miniature parfaite, grande comme une assiette. Les pages, couvertes de l'écriture fine d'Eleanor, portaient la date du 3 mars 1899. L'appareil est terminé. Les calculs finaux confirment qu'avec des conditions atmosphériques adéquates, une tempête suffisamment puissante stabiliserait le portail pendant environ 60 secondes. Assez pour un passage dans un sens ou dans l'autre. La décision qui me hante depuis 12 ans réclame désormais une réponse. Sarah lut à voix haute, le souffle suspendu. Je pourrais retourner à ma ligne temporelle d'origine, emmenant peut-être Sarah avec moi vers un monde de science et d'opportunités, ou rester ici, préserver l'intégrité de ce présent, de cette vie bâtie avec amour. Jérémia mérite la vérité, mais je crains ce qu'elle ferait à son cœur. Peut-être vaut-il mieux que la décision reste mienne, le fardeau de mon ultime contribution scientifique. Les coordonnées sont fixées au 15 juin 1899. J'ai laissé à Sarah des instructions pour le jour où elle découvrira la vérité sur son héritage. Jérémia se pencha à son tour, la voix basse. Elle allait me le dire, 3 mois avant de tomber malade. Hartwell, les yeux levés vers l'anneau monumental, murmura. Elle a accompli ce que peu d'esprits auraient même osé concevoir. La maîtrise du voyage entre lignes temporelles, sans effondrement énergétique. Les implications dépassent l'entendement. Pendant qu'il parlait, Sarah trouva une enveloppe scellée sous le carnet, adressée à elle. Elle la décacheta avec précaution et déplia une feuille où se mêlaient équations et lignes tracées à la règle, une carte, et un message. Sa voix trembla lorsqu'elle lut. Ma très chère Sarah. Si tu lis ceci,
c'est que tu as découvert ton héritage et l'œuvre de toute ma vie. Le choix qui fut le mien est désormais le tien, rester dans le monde où tu es né, ou explorer celui d'où je viens. L'appareil est accordé à nos deux réalités. Si tu décides de l'utiliser, cette carte te conduira à ma maison familiale à Londres, où tu trouveras les ressources nécessaires pour t'adapter à ce monde nouveau. Quoi que tu choisisses, souviens-toi, tu as été le plus grand miracle de mon existence, le pont entre deux mondes que je n'aurais jamais cru pouvoir réunir. Avec un amour éternel. Ta mère. Le retour vers la cabane se fit dans un silence méditatif. Chacun d'eux portait le poids d'une révélation qui redessinait leur univers. Le crépuscule baignait la vallée d'une lumière ambrée quand ils s'assirent autour de la table de cuisine. Les restes du souper furent repoussés pour faire place aux carnets, schémas et calculs d'Elena. Jérémia fut le premier à parler. Alors, cette machine peut envoyer quelqu'un dans le monde d'Elena? Dans ton monde? Demanda-t-il à Hartwell. Le professeur acquiesça. Avec une précision remarquable, oui. Elle a résolu le problème du déplacement spatial, celui qui l'a fait atterrir ici au lieu de simplement voyager dans le temps. Ces calculs intègrent la rotation de la Terre, sa trajectoire autour du Soleil, jusqu'aux infimes variations gravitationnelles. Sarah se pencha en avant. Et cela fonctionne dans les deux sens? Quelqu'un pourrait y aller, puis revenir? Théoriquement, oui, répondit Hartwell. L'appareil est conçu pour un transit bidirectionnel. Mais chaque activation exige des conditions atmosphériques spécifiques, un impact direct de la foudre, source de l'énergie nécessaire. Et cela, hélas, ne se commande pas. Jérémia garda le silence un moment, les yeux perdus dans les flammes du poêle. Puis il releva la tête. Pourquoi nous dire tout cela, professeur? Que attendez-vous de nous? La franchise du montagnard prit Hartwell au dépourvu. Il posa le crayon qu'il tenait et croisa son regard. Au départ, je suis venu pour retrouver Eleanor et son travail. Son œuvre représente, à mes yeux, la plus grande avancée scientifique de l'histoire humaine. Il hésita, puis regarda Sarah. Mais maintenant que je te vois, je comprends qu'il y a quelque chose d'encore plus important. Son véritable héritage, c'est toi. Sarah baissa les yeux. Moi, murmura-t-elle. Hartwell hocha la tête. Tu as hérité de son génie, et de quelque chose qu'aucune génération avant toi ne possédait, un esprit façonné par deux mondes, deux époques. Avec une éducation adaptée, celle qu'on ne peut pas trouver ici, dans ces montagnes, tu pourrais poursuivre son œuvre, et peut-être même l'accomplir là où elle s'est arrêtée. Un silence solennel s'installa. Le vent se mit à gémir doucement contre les vitres, comme si la montagne elle-même retenait son souffle. Sarah leva les yeux vers les ombres dansantes sur les murs, puis vers la lampe à huile où vacillait une flamme fragile mais tenace. Alors, dit-elle d'une voix ferme, je saurai quoi faire quand le tonnerre reviendra. L'être d'un autre monde. Le professeur Hartwell glissa la main dans la poche intérieure de son manteau et en retira une enveloppe scellée d'un cachet officiel. J'ai pris la liberté d'obtenir ceci avant mon départ, dit-il avec calme. Il s'agit d'une lettre d'admission au London Ladies College of Advanced Science, l'établissement où votre mère a étudié. Ils ont accepté de vous accueillir, Sarah, sur ma recommandation avec une bourse complète. Les yeux de la jeune fille s'agrandirent, mi-éblouis, mi-inquiets, tandis qu'elle prenait délicatement l'enveloppe. Jérémia, lui, se figea, les traits durcis. Vous voulez emmener ma fille, dit-il d'une voix tendue. Je veux lui offrir ce qu'Elena aurait voulu pour elle, corrigea doucement Hartwell. Une éducation digne de son esprit, un environnement où son génie pourrait s'épanouir, où la science serait un langage et non un fardeau. Mais la décision doit venir d'elle seule. Le silence tomba dans la cabane, seulement rompu par le crépitement du feu. Dehors, un hibou lança un appel dans l'obscurité montante. Et si elle part, demanda Jérémia d'un ton grave, reviendra-t-elle? Hartwell hésita. L'appareil le permet, en théorie, oui. Jérémia fronça les sourcils. Mais vous pensez qu'une fois qu'elle aura vu votre monde, ses merveilles, elle ne voudra plus jamais revenir à cette vie simple, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste, intervint Sarah d'une voix vibrante. Ce n'est pas une question de partir ou de rester. C'est une question de comprendre qui je suis, qui elle était. Jérémia se leva brusquement. Il s'approcha de la cheminée où trônait un cadre de bois. C'était le seul portrait de famille jamais pris, Elena dans sa plus belle robe, son regard à la fois doux et malicieux, Jérémia debout derrière elle, engoncé dans un costume qui lui allait mal, et Sarah, âgée de 10 ans, droite et sérieuse,
les mains jointes sur ses genoux. « Tu te souviens de ce jour ?» demanda-t-il, la voix serrée. « Nous avons traversé tout le comté pour trouver un photographe convenable à Beckley. Ta mère insistait. Elle disait que certains instants méritaient d'être conservés, pas seulement dans nos souvenirs, mais dans une forme tangible. » Sarah hocha lentement la tête. Elle savait, murmura-t-elle. Même alors, elle savait que le temps finirait par nous séparer. Jérémia ne put répondre. Il détourna le regard, l'émotion lui coupant la voix. Hartwell rompit le silence avec une gravité nouvelle. Il y a autre chose que vous devez savoir. Le travail d'Eleanor a une valeur scientifique inestimable, mais entre de mauvaises mains, il pourrait devenir une menace. La capacité de voyager entre les lignes du temps, de modifier des événements, c'est un pouvoir immense, et terriblement dangereux. Vous craignez que quelqu'un d'autre découvre la caverne, devina Jérémia. Ou qu'un autre esprit retrouve les principes qu'elle a découverts, répondit Hartwell sombrement. Dans mon monde, les gouvernements explorent déjà des domaines de la physique susceptibles de mener à des découvertes similaires motivées non par la curiosité, mais par l'armement. Sarah fronça les sourcils. Que proposez-vous alors? Quelle que soit votre décision personnelle, dit Hartwell, il nous faut songer au destin de la machine elle-même, la préserver, la cacher, ou la détruire. Sarah s'avança près de son père. Ensemble, ils contemplèrent le portrait sur la cheminée. Maman a bâti cette machine seule, murmura-t-elle. Chaque pièce, chaque engrenage, elle a passé sa vie à la perfectionner. C'était son œuvre, son pont entre deux mondes. La détruire, ce serait comme effacer une partie d'elle. Jérémia posa doucement une main sur l'épaule de sa fille. Ta mère chérissait la connaissance, c'est vrai. Mais elle nous chérissait davantage. Quelle que soit notre décision, nous la prendrons ensemble. Il se tourna vers Hartwell. Vous nous avez donné beaucoup à réfléchir, professeur. Mais Sarah n'a que 12 ans. Quelles que soient ses capacités, quel que soit son héritage, elle reste ma fille. Et aucune décision ne sera prise cette nuit. Hartwell inclina la tête avec respect. Je le comprends. Le voyage qui m'a mené jusqu'ici m'a pris 15 ans. Je peux bien vous accorder un peu de temps pour choisir votre avenir. La nuit tomba doucement sur la montagne. Tandis qu'il se préparait à dormir, Sarah s'arrêta sur le seuil de sa chambre, l'enveloppe d'admission toujours serrée contre sa poitrine. « P.A. » demanda-t-elle d'une voix hésitante, « que crois-tu que maman voudrait que je fasse ?» Jérémia réfléchit longuement avant de répondre. « Elle voudrait que tu aies le choix, ma fille. De vrais choix. Ce qu'elle n'a jamais eu. Et elle voudrait que tu suives ton cœur, pas seulement ta tête. C'est une leçon qu'elle a apprise tard, trop tard peut-être. » Au matin, la lumière filtrait à travers les fenêtres de la cabane, traçant sur le plancher des rectangles d'or et de poussière. Sarah, assise en tailleur sur la peau d'ours, était entourée des carnets et des notes de sa mère, ainsi que de la lettre d'admission au collège de Londres. Elle n'avait presque pas dormi, son esprit vagabondait entre deux mondes, entre deux destins possibles. Jérémia entra, porteur de l'air vif des montagnes. « Le professeur est descendu au ruisseau, dit-il. Il nous laisse un peu d'espace, je suppose. » Sarah hocha la tête, reconnaissante. « P.A., j'ai repensé à la lettre de maman. Celle qu'elle a laissée dans la caverne. Elle avait écrit de ne l'ouvrir que le jour de mes 16 ans, mais maintenant qu'on connaît la vérité sur son travail, tu crois qu'on devrait l'ouvrir plus tôt ?» Jérémia s'installa dans son vieux fauteuil près du feu. « Peut-être, dit-il lentement. Ta mère avait ses raisons, mais les circonstances ont changé. » Sarah se leva, alla jusqu'au bureau où Eleanor écrivait autrefois, et en tira une enveloppe cachetée à la cire rouge. Sur le dessus, d'une écriture élégante, figuraient ces mots. Pour Jérémia et Sarah. À ouvrir le jour du 16e anniversaire de Sarah, ou en cas de mon décès, selon ce qui surviendra le premier. Elle voulait qu'on la lise, murmura Sarah. Nous ignorions seulement où la trouver. Jérémia brisa délicatement le sceau et déplia les pages à l'encre un peu passée. L'écriture de sa femme y dansait encore, ferme, précise, empreinte d'une intelligence vive. Il commença à lire à voix haute. Mes très chers Jérémia et Sarah. Si vous lisez ces mots, c'est que vous avez découvert mes recherches, ou que Sarah a atteint l'âge où je comptais tout lui révéler. Dans les deux cas, vous portez à présent le poids de questions que j'ai trop longtemps gardées pour moi seul. Avant tout, vous devez savoir que tout ce que nous avons partagé était vrai. Jérémia,
lorsque je suis apparu dans ce monde, j'étais perdu, arraché à mon époque, à mes certitudes, à mon identité. Tu m'as offert sans hésiter ce que la science m'avait toujours refusé, la bonté, la patience, et un amour sans condition. Ce qui avait commencé comme une adaptation est devenu la vérité la plus profonde de mon existence. Notre mariage a été la partie la plus authentique de ma vie, à travers 2 lignes du temps. Sarah, tu n'es pas une expérience. Même si mon esprit scientifique n'a jamais cessé d'admirer le miracle que tu représentes, tu es avant tout le fruit d'un amour sincère. Tu es le pont entre 2 mondes, intelligence et intuition, curiosité et compassion, réunis en un équilibre rare. Ton héritage te confère des possibilités que je n'ose à peine imaginer. Je dois maintenant te parler de ce qui a pu te conduire à cette lettre. J'ai terminé le travail qui m'a accidentellement amené ici. L'appareil dissimulé dans la mine peut ouvrir un passage stable entre cette ligne temporelle et celle de mes origines. J'en ai fait des essais limités, des objets inanimés ont traversé sans dommage, mais je n'ai jamais osé y passer moi-même. Tu mérites de savoir pourquoi. Au départ, mes intentions étaient purement scientifiques, prouver mes théories, retourner triomphante dans mon monde, redevenir la chercheuse que j'étais. Plus tard, j'ai envisagé de vous emmener avec moi, toi et ton père, vers un monde plus sûr, plus instruit, plus équitable. Mais le cœur, toujours, s'est opposé à la raison. Jérémia s'interrompit un instant. Sa voix s'était brisée. Il releva les yeux, Sarah écoutait, immobile, les larmes suspendues à ses cils. Il reprit, la gorge serrée. J'ai compris qu'aucun monde, aussi avancé soit-il, ne pouvait remplacer la vie que nous avons construite ici. La beauté des montagnes, la chaleur d'un foyer, les rires d'une enfant, tout cela vaut plus que tous les laboratoires de Londres. Pourtant, je savais que mon invention pouvait attirer la convoitise, la peur ou la destruction. C'est pourquoi j'ai choisi le secret. Si le moment est venu pour vous de décider du sort de la machine, souvenez-vous, la connaissance est un don, mais elle exige la sagesse du cœur. Détruisez-la si elle menace l'humanité. Préservez-la si vous croyez qu'elle peut servir à la lumière plutôt qu'à l'ombre. Je vous fais confiance, à tous deux. Sarah, ma chérie, si jamais tu choisis de marcher sur mes traces, fais-le non pour la gloire ni la reconnaissance, mais pour comprendre et servir la vie. Que ton esprit reste libre, mais que ton cœur demeure ancré dans l'amour. Jérémia, mon roc, mon refuge, sache que même si le temps nous sépare, je t'aime au-delà des frontières de toute chronologie. Tu as donné à mon existence un sens qu'aucune équation n'aurait pu exprimer. Si un jour le passage s'ouvre de nouveau, peut-être nos mondes se rejoindront-ils enfin, non par la science, mais par le souvenir et la tendresse. Avec tout mon amour. Elena Nena. Lorsque Jérémia replia la lettre, la pièce demeura silencieuse, emplie d'une émotion que ni les mots ni le feu ne pouvaient apaiser. Sarah s'approcha, posa sa tête contre l'épaule de son père. Elle ne voulait pas qu'on la suive aveuglément, murmura-t-elle. Elle voulait qu'on comprenne. Jérémia hocha lentement la tête. Et qu'on choisisse ensemble, dit-il simplement. Dehors, le soleil s'élevait au-dessus des pins, dorant la vallée encore brumeuse. Les montagnes semblaient veiller sur eux comme un secret ancien. Entre ses doigts, Sarah tenait encore la lettre de Londres, symbole d'un avenir possible, et celle de sa mère, témoin d'un passé qu'elle ne voulait pas trahir. Entre ces 2 papiers fragiles, son destin semblait suspendu. Et pour la première fois, elle sentit qu'elle tenait vraiment les 2 mondes dans ses mains. Dans les derniers jours de ses recherches, Elena Nena fit une découverte qui bouleversa tout ce qu'elle croyait savoir. Ses calculs révélèrent une vérité terrible, le monde dont elle venait n'était pas simplement une autre version de l'histoire, mais une réalité fondamentalement instable. Les progrès scientifiques qui avaient rendu possible son travail sur le voyage temporel reposaient sur des technologies qui, lentement mais sûrement, détruisaient cette civilisation. Dans son ancien monde, l'air des grandes cités était devenu presque irrespirable, les eaux souillées par l'industrie, les saisons déréglées par les excès de l'humanité. Ses collègues, aveuglés par l'ambition, considéraient ces désastres comme de simples effets secondaires du progrès. Mais les années qu'elle avait passées ici, dans un monde plus simple, plus pur, lui avaient offert une lucidité qu'il n'aurait jamais pu comprendre. Plus encore, ses recherches démontraient que chaque déplacement temporel provoquait des fractures invisibles dans le tissu même des réalités. Si trop de traversées avaient lieu, les 2 mondes risquaient de s'effondrer l'un sur l'autre, dans une catastrophe inimaginable. L'appareil fonctionnait, oui, mais à un prix qu'elle ne pouvait moralement accepter. Elle avait donc pris sa décision depuis longtemps, rester ici, auprès de la famille qu'elle aimait, dans un monde encore digne d'être sauvé.
Elle laissa l'appareil opérationnel pour une seule raison, offrir à sa fille Sarah le choix, lorsqu'elle serait en âge de comprendre, de décider de son propre destin. Dans la lettre qu'elle laissa à Jérémia, elle écrivait : « Si James Hartwell t'a trouvé, comme je le pressentais, il offrira à Sarah l'instruction et les perspectives de mon ancien monde. Mais avant toute décision, vous devez vous rendre aux coordonnées inscrites sur la carte jointe. Là-bas se trouve mon ultime message, trop important pour être confié à ces quelques lignes. Souviens-toi, l'amour transcende toutes les frontières, même celles qui séparent les mondes. La vie que nous avons bâtie ensemble m'a été plus précieuse que toute la gloire scientifique dont je rêvais autrefois. Avec un amour éternel. Elena Nena. » Une petite carte accompagnait la lettre. Le tracé, précis et familier, indiquait une vallée isolée à 3000 de leur demeure, un lieu qu'ils visitaient rarement. « Nous devons y aller, » dit Sarah en attrapant déjà son manteau. Jérémia acquiesça, les yeux encore humides. Il plia soigneusement la lettre. « Je vais chercher le professeur, » dit-il. Ce qu'elle a laissé concerne aussi Hartwell. 1 heure plus tard, les trois se tenaient dans une clairière entourée de vieux chênes, paisible et silencieuse. Devant eux, une pierre plate était enchâssée dans le sol, semblable à une stèle oubliée. « C'est ici », confirma Jérémia en comparant la carte aux repères du paysage. Sarah s'agenouilla et écarta les aiguilles de pin accumulées par les années. Sous la mousse, des mots gravés apparurent, à peine effacés par le temps. Ici repose la vérité d'un autre monde. Ne la dérangez que si votre cœur est clair et votre but sincère. Ensemble, ils déplacèrent la pierre. En dessous, une boîte métallique, étanche mais non verrouillée, reposait dans la terre. À l'intérieur se trouvait une lettre, enroulée autour d'un objet étrange, une plaque de verre et de métal, fine et brillante, munie d'un seul bouton. Les mains de Sarah tremblaient tandis qu'elle dépliait la lettre. Le papier, d'une blancheur parfaite, semblait venir d'un autre temps, d'une fabrication mécanique d'une précision qu'aucun artisan de leur monde n'aurait pu égaler. L'écriture d'Elena Nena, nette et ferme, couvrait toute la page. Si vous lisez ceci, c'est que vous vous tenez à la croisée des mondes. L'appareil joint à cette lettre provient de mon époque, nous l'appelions un dispositif de stockage numérique. Pour l'activer, pressez le bouton et posez-le sur une surface plane. Il contient les preuves visuelles que je n'ai pas osé garder plus près de notre foyer. Après les avoir vues, la décision finale concernant l'appareil vous appartiendra. Avec un amour qui traverse le temps. Elena Nena. Sarah leva les yeux vers son père. Jérémia hocha lentement la tête. Le professeur Hartwell, pâle et silencieux, fit de même. Alors, prenant une profonde inspiration, elle appuya sur le bouton. Un faisceau de lumière jaillit aussitôt du petit appareil, formant dans l'air une image mouvante. Elena Nena apparut, assise à son bureau, dans ce qui semblait être le fameux laboratoire interdit. « Bonjour, mes amours », dit la projection d'une voix claire. Sarah étouffa un cri, tandis que Jérémia reculait d'un pas, bouleversé. L'image souriait, comme si Elena Nena s'attendait à leur réaction. « Cette technologie vient de mon monde d'origine. Si vous me voyez, c'est que vous avez découvert la vérité sur mon passé et sur mon œuvre. » Leur regard ne quittait plus la figure lumineuse. « Ce que je ne pouvais écrire dans une lettre, poursuivit-elle, c'est que mon monde court à sa perte. Le progrès qui m'a permis de voyager dans le temps a aussi empoisonné la terre, l'air, l'eau, le sol, tout est contaminé. Les guerres pour les ressources se multiplient. La civilisation qui se vantait de sa grandeur est en train de s'effondrer dans la violence et la peur. » L'image changea. Sous leurs yeux apparurent des villes noyées dans un brouillard brun, des rivières épaisses de pétrole, des forêts rasées jusqu'à l'horizon. Des foules entières portaient des masques pour respirer. Puis, d'effroyables explosions illuminèrent l'écran, des armes qu'aucune imagination humaine de leur monde n'aurait pu concevoir. « Ce n'est pas un futur lointain », reprit la voix d'Elena Nena. « C'était déjà en marche à mon époque. Et cela s'accélérait. Quand j'ai compris que je pouvais retourner là-bas ou pire, créer un lien permanent entre nos deux réalités, j'ai dû faire un choix. » Jérémia resta figé, blême, alors que Hartwell s'effondrait à genoux, anéanti. Sa froide logique de scientifique venait de se briser devant les images de son propre monde agonisant. « Sarah, ma fille bien-aimée, » continua Elena Nena. « Tu possèdes un esprit capable de s'épanouir dans l'un ou l'autre des mondes, mais sache que les opportunités de mon époque portent en elles un coût invisible que je ne peux t'encourager à payer. » Sa voix se fit plus douce. « Et toi, Jérémia,
la vie que nous avons partagée ici représente tout ce que l'humanité risque de perdre lorsqu'elle confond progrès et sagesse. L'image se pencha vers eux, le regard grave et brûlant d'amour. L'appareil dans la caverne est achevé, mais il reste dangereux. Chaque utilisation fragilise un peu plus la frontière entre les mondes. Trop de passages, et tout s'effondrera. C'est la raison pour laquelle je n'ai jamais tenté de revenir, même lorsque j'en ai eu le pouvoir. Pas seulement par amour, même si cet amour suffisait, mais parce que le risque était trop grand. Sur la projection apparurent alors des schémas complexes, détaillant les composants de l'appareil et les séquences nécessaires pour soit maintenir, soit détruire le pont entre les réalités. Si vous décidez de conserver la passerelle, respectez ces protocoles de sécurité à la lettre. Si vous choisissez de la fermer à jamais, déconnectez ces éléments dans l'ordre indiqué. Puis son regard se radoucit, empreint d'une infinie tendresse. Quelle que soit votre décision, sachez que ma plus grande découverte n'a jamais été le déplacement temporel. Ce fut celle-ci, la vie n'a de sens que par l'amour, et la véritable grandeur de l'humanité réside dans le courage de choisir le bien, non le possible. Mon monde avait oublié cette leçon. Le vôtre s'en souvient encore. L'image vacilla, puis montra une dernière scène, Elena, rayonnante, tenant le bébé Sarah dans ses bras, Jérémia les entourant de son étreinte. Tous trois riaient sous la lumière du soleil devant leur cabane. Voilà, conclut la voix d'Elena, mon œuvre véritable. Tout le reste n'était que science. La lumière s'éteignit, ne laissant derrière elle que le chant des oiseaux et le souffle doux du vent sur la vallée. L'appareil émit un léger tintement avant de s'éteindre pour de bon. Un long silence s'installa. Puis Hartwell se releva, tremblant. « Je n'en avais aucune idée », murmura-t-il. Aucun de nous ne se demandait si nous devions. Nous ne pensions qu'à ce que nous pouvions faire. Sarah ramassa l'appareil, désormais inerte, et le tint contre sa poitrine. De sa poche, elle sortit un petit médaillon doré, un cadeau de sa mère pour son 10e anniversaire. À l'intérieur, 2 photographies minuscules, Elena en scientifique à Londres, sévère et concentrée, et Elena près du ruisseau de la montagne, riant, les cheveux libres au vent. 2 mondes, un seul cœur, murmura Sarah, reprenant l'inscription gravée dans l'alliance de sa mère. Elle a choisi ce monde, cette vie, non par nécessité, mais par sagesse. Jérémia posa une main sur l'épaule de sa fille. Et maintenant, dit-il doucement, c'est à nous de choisir. Sarah leva les yeux, contemplant la vallée baignée d'or par le soleil couchant, les montagnes immuables de son enfance, la beauté simple que sa mère avait préférée à la gloire scientifique. Je crois, dit-elle d'une voix calme, que maman voudrait que nous choisissions la vie. Quelle que soit la ligne du temps, il faut suivre celle où l'espoir peut encore naître. Elle referma le médaillon sur son cœur. Dans son regard brillait déjà la résolution. Et je crois qu'elle nous a laissé tout ce dont nous avons besoin pour faire ce choix avec sagesse. Main dans la main, ils prirent le chemin du retour, le vent portant encore, entre les arbres, le murmure d'un amour plus fort que le temps lui-même.